Le Japon. Sur cette chaîne, on parle souvent de sa production animée, mais on n'a pas encore évoqué le pays lui-même. Dans cette vidéo, au format vlog, je vais vous raconter mon premier voyage au Japon. Ça a eu lieu il y a 5 ans, en 2019. J'étais parti en solitaire pendant 3 semaines pour visiter Tokyo, Hiroshima, Kyoto et quelques autres destinations. Donc voilà, profitez bien de cette heure et demie de soirée diapo où je vous montre mes photos, je vous parle des lieux que j'ai visités, mes recommandations, mes conseils, sachant que si vous voulez en savoir plus sur ce voyage, il y a aussi sur mon blog tout mon journal de voyage écrit sur place. Le lien est en description. Sur ce, je laisse la place à mon modèle 3D de VTuber Weeb. Bonne vidéo! Et donc pour s'y lancer, on commence directement dans l'évidence même, c'est-à-dire comment on y va au Japon. Donc évidemment, Tokyo, l'avion, tout ça. Je suis donc parti le mercredi 11 septembre 2019. Vous vous dites, ah c'est marrant, il a pris l'avion en 11 septembre. Et en fait, j'ai découvert, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, si je regarde un petit peu Google Flights, les vols sont étrangement moins chers le 11 septembre. Pourquoi? Comment? Bon, hasard, coïncidence, mystère quoi. Donc du coup, j'ai pu prendre un avion. Donc moi j'ai eu pas mal de chance, j'avais pris un avion Air France, un direct, donc en aller-retour. Je m'étais sorti à un bon prix, enfin surtout par rapport au prix de maintenant, parce que là je regarde j'avais payé 750 € pour l'aller-retour. Donc pour un avion direct, donc sans escale. Parce qu'ils n'ont plus les prix d'aujourd'hui. Les prix d'aujourd'hui, on est plus autour de 1000 € pour un vol Air France. Et surtout, il a pris 3 heures de plus parce que la géopolitique, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, j'ai cette première photo du voyage. Parce qu'on est en France, donc forcément les gens dans la zone des taxes, ils ne prennent que de l'alcool. C'est aussi la première fois que je prenais l'avion si longtemps. C'est-à-dire que vraiment, toute mon adolescence, j'étais pauvre. Donc toute mon adolescence, même ma jeune vie d'adulte, toute ma vingtaine, j'étais pauvre. Donc je ne voyageais pas, tout simplement. Donc, ensuite, l'avion, regardez, bisous, je m'envole finalement, comme diraient les plus grands. Donc là, j'étais un peu surexcité. C'est la première fois que je faisais vraiment du long courrier et tout. J'ai un peu sous-estimé la puissance de l'avion. Parce que vraiment, 12 heures, ça passe vite. Je vais dormir dans l'avion. J'ai ramené ma Switch, je vais jouer à Fire Emblem. Je vais prendre des séries sur mon téléphone et je vais les mater. Non, j'étais complètement explosé au bout de 3 heures. J'avais sous-estimé le fait que dans un avion, t'es déshydraté au bout de 30 secondes et demie. Donc j'ai passé tout le voyage à avoir méga soif. J'étais à côté de Lublo parce que moi je me suis dit comme ça je vais être à côté de Lublo, c'est cool, c'est sympa. Bon, j'étais à côté de 2 japonais très sympathiques mais qui ont dormi pendant tout le voyage eux. Donc j'osais pas vraiment les déranger, j'étais un peu coincé car petit bébou, il est très timide. Déjà regardez, ça c'est la bouffe Air France, incroyable. En fait, j'en ai pas un bon souvenir. C'était bon sur le moment mais en fait je garde ça avec tout l'ensemble du voyage en avion qui m'a un peu traumatisé parce que effectivement j'avais vraiment sous-estimé le truc. Mais si je peux vous conseiller un truc sur l'avion au Japon, c'est-à-dire que j'ai pris un avion qui était moins cher aussi, mais qui était un vol de nuit et qui surtout faisait arriver à l'aéroport de Tokyo vers 8 h. Donc en fait, j'ai passé un jeudi 12 septembre, donc mon jour d'arrivée, où j'étais vraiment explosé, éclataxe au sol. J'étais déshydraté, donc déjà, la première chose que je fais en arrivant au Japon, c'est boire 1 litre d'eau entier. Mais le jeudi était compliqué. Donc ça, c'est mon arrivée à la douane avec ce... Alors regardez, je veux qu'on voit ça. Regardez-moi Custom Kun. C'est lui, c'est le fameux Custom Kun, c'est la mascotte de la douane. J'apprécie le fait que j'arrive au Japon et que la première chose, quasiment une des premières choses que je vois, c'est une mascotte. Bon alors là je l'ai vue en 3D un peu moche, mais il paraît qu'elle existe vraiment et qu'elle se balade aujourd'hui directement. Puis bon, maintenant il y a aussi des vrais chiens, donc pensez pas, ramenez pas de saucisson dans votre valise, il paraît que c'est un très mauvais bail, c'est le meilleur moyen de passer des longs moments, des longs tête-à-tête d'arrivée avec les douaniers locaux. Ensuite du coup j'ai pris le train, parce qu'en fait j'étais à Narita qui est l'aéroport le plus lointain, qui est le plus éloigné de Tokyo. Et du coup, première arrivée à Asakusa. Le quartier d'Asakusa, qui est un quartier très sympathique de Tokyo, assez centré, mine de rien, et qui est pas mal pour les touristes, parce qu'en dehors du temple qu'on va forcément évoquer, bien évidemment, c'est une zone où les hôtels sont un peu moins chers qu'ailleurs. Je sais plus si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en 2019, ça l'était. Donc du coup, mon hôtel était à Asakusa, et du coup, un de mes premiers réflexes a été de vouloir poser ma valise, d'essayer de survivre à cette journée de jet lag. Je vais pas survivre très longtemps parce que je crois que je vais me coucher vers 17 h. ce qui rend pas dans mon habitude. Ceux qui me connaissent savent que moi je suis plus team 2 h du matin minimum. Mais du coup non, effectivement, donc voilà, ça c'est l'entrée vers le temple. C'est un carrefour qui est assez connu, qu'on peut voir dans par exemple la série Sarazan Make, qu'on va sans doute évoquer derrière. Mais un des premiers contacts que j'ai aussi avec la culture japonaise, évidemment, c'est ce kebab à Asakusa. Donc j'étais en mode déjà c'est cool, ça fait plaisir. Je vais y manger, je crois 2 semaines plus tard. Je vais
vais être un peu déçu parce que les kebabs japonais évidemment ne sont pas aussi gras, ne sont pas aussi riches en contenu que nos kebabs français. Mais donc ensuite, je mange un peu dans Asakusa, puis je me balade avec un pote du coup qui était là pour m'accueillir, qui était là pour m'aider à tenir le coup. Donc je me balade le long de la rivière, dont j'ai oublié le nom, et le nom va être marqué dans l'espace en bas de la photo parce qu'il est là, c'est à ça qui sert pour le montage et pour les informations complémentaires. Là, ce qu'on voit, le bâtiment avec un caca dessus, c'est le bâtiment d'Asahi. L'alcool, les bières, et qui est donc connu pour son bâtiment avec un caca dessus, ce qui est un peu rigolo comme concept. Moi en tout cas j'oserais pas le faire, mais en tout cas voilà, donc je me balade le long de ce fleuve et je le traverse parce que l'objectif c'est de rejoindre ça, regardez-moi ça, le Tokyo Skytree, ou la Tokyo Skytree, je ne sais pas quel est son genre finalement, parce que les mots anglais c'est compliqué à genrer, mais du coup non l'objectif c'est d'aller à la Tokyo Skytree. Je me suis dit allez vas-y, premier jour, petite marche comme ça directement, donc on va d'Asakusa, on traverse le temple, on traverse le fleuve, et puis après, let's go, direction la Skytree. Dans les rues, on trouve... je trouve ce... Encore une fois, ça c'est stylé. C'est un bateau qui a été changé en maison, mais... En fait, j'ai pas l'impression que ça a été un vrai bateau, mais en fait, c'est juste une maison en forme de bateau. Mais ils ont quand même mis de l'eau autour, etc. C'est assez stylé, j'aime bien. A priori, c'était un parc pour enfants. J'ai vu ça juste après, j'étais un peu surpris, mais en tout cas, voilà. C'est pas loin du Tokyo Skytree, donc voilà. Ensuite, du coup, en bas du Skytree, il y a un gros centre commercial avec pas mal de trucs un petit peu événementiels, dont le Kirby Café qui a... De ce que je sais, il y est toujours à l'heure actuelle. Moi à l'époque, je pensais que c'était provisoire. Mais c'est Kirby, donc Kirby, il ramène de la thune, il palpe à fond. Il a un fan club gigantesque dont je fais partie. Tant, mais après, le Kirby Café, le problème, c'est que sur réservation. Et en fait, dès août, un mois plus tôt, c'était déjà... plein, le planning était overbooké. Kirby est quelqu'un de très occupé. Kirby est quelqu'un qui vraiment n'a pas beaucoup de temps pour vous. Donc si vous voulez voir Kirby au Kirby Café, il faut réserver tôt, il faut passer par le site, etc. etc. Donc pas de Kirby Café pour Amo. Petite vue sympa, moi j'aime bien les vues de paysages urbains japonais. C'est un petit kiff que j'ai. J'aime bien quand c'est vraiment un peu le bordel comme ça, c'est-à-dire où il y a des rails de train partout, des immeubles gigantesques. Moi c'est ce que j'aime, moi c'est toute ma vibe, c'est toute mon esthétique. Donc voilà un petit peu une photo que j'ai prise qui est assez sympa. Après il y avait le Pokémon Center qui est sous la Skytree, donc premier contact avec la tentation de s'acheter 4 milliards de goodies. J'essaye d'être quand même raisonnable sur les premières semaines parce que je me dis bah non, chaque goodies que tu vas acheter tu vas les trimballer dans ta valise pendant 3 semaines. Donc ces belles peluches Ramolos finalement je ne l'ai pas prise et je le regrette toujours parce que j'aurais pu les prendre en dernière semaine mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit non mais t'as déjà pris beaucoup de trucs. Mais cette peluche Ramolos quand même, quel plaisir. Regardez-moi cette peluche mais What Métamorphe. Il y avait toute une collection de Pokémon métamorphosés. Bon. Du coup, ils avaient tous ce sourire de débile. Et moi, franchement, ça me plaît. J'aime bien. Excellente vibe, c'est super cool. Donc voilà, il y avait toute une gamme comme ça. Il faisait chaud déjà. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais la première chose qui te choque quand tu arrives au Japon et que tu sors de l'avion, c'est que déjà tu te prends l'humidité. Qui effectivement n'est pas une légende. C'est vraiment une humidité qui te fout un point dans la tronche très rapidement. Ça avait beau être mi-septembre, il faisait toujours très très chaud. Il faisait je crois 33 ou 34 degrés le jour où je suis arrivé. Ça plus les 70-80% d'humidité. Je n'étais pas prêt pour ça, mais du coup il y a ces brumisateurs un peu partout et parfois c'est très agréable. Mais en fait là j'étais complètement explosé, c'est-à-dire qu'il était 16h et là mon corps était en délinquescence totale. Donc du coup je passe un petit peu par la rue des Kappa, Sakusa qui est assez rigolote, qui est assez fun, où toutes les boutiques locales sont un peu estampillées Kappa. Donc voilà, regardez lui, il a une bonne tronche. Moi je l'aime bien, il est assez cool. Et puis du coup, là vous voyez la photo est directement de nuit parce que je suis arrivé à l'hôtel à 16h et je me suis couché et je me suis réveillé à 3h du matin. Donc évidemment le jet lag a fait son petit effet. L'hôtel où j'étais c'était l'Asakusa Ryokan Tokaiso qui existe toujours aujourd'hui. Je ne saurais pas dire les prix maintenant, c'est vrai que j'ai pas regardé. Je pense que ça sera indiqué en bas. À l'époque c'était 7500 yens la nuit. Ce qui est ok. En fait à l'époque c'était 61 €. Et si on prend les prix de 2024 à l'heure où je fais la vidéo, ça serait plus 46,50 €. Donc autant vous dire. Mais du coup, levé à 3h du matin, j'ai la dalle. Donc balade dans Tokyo à 3h du matin en direction un combini, bien évidemment, ces petits supermarchés. Je crois qu'on le voit sur la photo. Ouais, on le voit un peu sur la photo. Alors c'est vraiment ce petit Lawson là que j'ai visité. J'ai visité ce petit Lawson à 3h du matin, tranquille pépère. Petit Lawson d'Asakusa, qui effectivement était ouvert et m'a permis de prendre des victuailles diverses et variées pour m'aider à survivre. Regardez-moi ce petit sandwich
sandwich boursin jambon. Enfin, une sorte de boursin local, je sais pas trop. Là, il y a de l'eau évidemment. Il y a un amanita en plus parce que j'ai quand même acheté un truc au Pokémon Center. Il y a, je crois que c'est des pizzas champignons, je sais pas trop. Et des bouchées à la vanille. Bon, voilà, c'est premier repas schlag Combini du voyage. Je vais pas vous mettre en photo tous mes achats de Combini hein, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, j'ai pris en photo toutes les boissons que j'ai bu au Japon et j'en ai bu beaucoup. C'est ma petite passion locale. Ça, c'est un autre. En fait, après, il est 5h, 6h du matin. Le soleil se lève tôt au Japon, effectivement, mais il se couche aussi très tôt. C'est-à-dire qu'il fait nuit dès 18h en septembre et ça me rendait un peu triste. Mais voilà, du coup, donc balade à 6h du matin dans Tokyo et du coup, balade dans le joli parc du temple Asakusa. Le temple Asakusa, il est vraiment super, mais tout le monde vous le dira, c'est en journée, c'est impraticable. C'est vrai que j'y suis passé très rapidement la veille, vers 15h, 16h, c'était noir de monde. Par contre, à 6h du matin, il y a une vraie aura, il y a tous les bâtiments qui sont un peu, voilà, vous pouvez un peu vous balader librement, vous pouvez prendre des belles photos, mais vous pouvez aussi vraiment profiter de l'endroit. Au moment où j'étais passé, en plus, il y avait mais une cérémonie religieuse, une cérémonie bouddhique, donc c'était en plus assez stylé parce qu'on avait vraiment le son des moines qui chantaient très fort avec en plus des énormes percussions. Vraiment, c'était vraiment super, donc vraiment Asakusa, je vous le conseille, mais encore une fois, des horaires secrets, c'est-à-dire vraiment soit très tôt le matin, soit tard le soir. Je crois que c'est ouvert toute la nuit de toute façon. Si vous voulez vous y balader à 2h du matin, c'est pas fermé, c'est toujours possible il me semble. Après ça a pu avoir changé, mais je me souviens qu'en tout cas en 2019 c'était le cas. Beaucoup d'informations qui vont être datées hein, je pense, parce qu'entre temps il s'est passé 2-3 trucs dans le monde. Du coup, bah voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ce beau lampion, c'est pas du tout le bon terme. Ça c'est le temple Imado, qui est un peu plus loin, parce que vraiment je me suis baladé dans Tokyo autant que je pouvais, parce que j'avais pas mal de temps à tuer. J'avais un truc à 10h, mais bah, à 6h du matin, il y a quand même 4 heures à écouler. Donc je me suis pas mal baladé, donc voilà le temple Imado qui est, il me semble, lié à la réussite scolaire, entre autres. Donc il est assez joli, très calme. Vraiment c'est là où j'ai découvert le côté fou du Japon, où quand tu es sur les grandes artères, c'est assez bruyant, mais dès que tu rentres dans les pâtés, maisons, dans les quartiers, enfin dès que tu rentres vraiment dans les carrés, ça peut être très calme. Et par exemple, ce temple-là, t'avais beau être en plein milieu de Tokyo, t'entendais rien. T'avais un silence qui était vraiment très précieux. Donc ça, c'était assez chouette. Donc voilà, par exemple, ce petit. Si j'avais envie de m'enduire d'eau et de prier, j'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne connais pas les rites religieux et je préfère éviter de faire des choses qui pourraient me condamner à différents enfers. Pas mal de petits trucs qui sont assez verdoyantes où ils font vraiment pas mal de choses assez sympas avec le lierre entre autres pour rendre la zone un peu moins urbain moche, urbain gris, asphalte et béton. Donc voilà, pas mal de photos un peu sympas. Donc du coup j'étais attendu à 10h à Shiba, donc qui est tout à l'est de Tokyo, pour un petit événement qui s'appelle le Tokyo Game Show. J'ai pu avoir mes petits accès, donc du coup je me suis baladé dans cet événement assez gigantesque, donc qui est un des principaux événements du jeu vidéo. Mais du coup voilà, différentes photos, hein, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de 2022, de 2020, de Jeux Olympiques de 2022, il n'y a pas eu de jeu, Jeux Olympiques hiver Pékin, j'y pense. Ça c'est l'événement Guilty Gear Strive, où le jeu n'était pas encore sorti, mais il y avait un événement avec Daisuke Ishiwatari, et c'est là où ils ont révélé que Mei serait dans le roster du jeu. Voilà, c'est incroyable, j'ai découvert ça en compagnie de plusieurs fans japonais de Guilty Gear. Atelier Risa venait de sortir et était très mis en avant sur le stand Koei Tecmo avec entre autres sa statuette de Risa assez gigantesque. Si vous n'êtes pas très Moe mais que vous êtes plus gros mecha, il y avait ce Gundam Wing vraiment assez ouf. S'il est disponible en boîte Gunpla, j'ai envie de le monter. Ce petit véhicule, taille réelle, etc. c'est un peu stylé. Là voilà, un espace avec des beaux garçons en 3D qui pouvaient vous accueillir. Ou un petit espace Space Channel 5 VR. Ah, ça c'était un peu bizarre, c'est dans cette vase qu'il y a un petit personnage holographique qui normalement est lié à toute la domotique de votre maison. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, il sait que vous rentrez chez vous et vous dit j'espère que tu as bien travaillé aujourd'hui, j'espère que la journée n'a pas été trop dure, viens te reposer, etc. Enfin bref, c'est une femme en 3D. Il y avait un petit stand Cospa, je me suis pris un petit t-shirt Demon Slayer que j'ai toujours aujourd'hui 5 ans après. Comme c'est un t-shirt Cospa, et ben ça vit super bien parce que Cospa c'est une des meilleures marques peut-être de goodies, de t-shirts japonais en tout cas, parce qu'ils sont vraiment très très bien faits, ils sont assez cool. Et puis après ça, je suis allé me balader, je suis allé me balader en Shinjuku, je me suis fait traîner en Shinjuku par des Français. Du coup, pour aller faire mon premier et mon seul izakaya, qui sont ces grands restaurants un peu collectifs où on vient s'installer 10-20 à table et on vient commander de la bouffe autant qu'on veut et on vient commander de l'alcool autant qu'on veut. Donc voilà, c'était assez fun, assez chouette, mais j'étais toujours méga jetlagué. Le Tokyo Game Show
chaud quand même, c'est assez éprouvant, il y a beaucoup de monde, etc. etc. Donc j'étais un peu explosé, j'en ai pas forcément profité autant que je voulais. Mais en tout cas, c'était sympa, c'était à Shinjuku. Et j'ai fait mon premier gachapon, et à l'époque, c'était il y avait pas mal de gachapon Kaguya-sama. Maintenant, il y avait des gachapon sur à peu près tout. Donc là, j'ai récupéré une petite Kaguya que du coup, j'ai accroché à mon sac pour le reste du voyage. Et ça, c'était fantastique. Ensuite, alors on est samedi, et samedi matin, je voulais prendre en photo les toilettes de mon hôtel, parce qu'il y a ce truc très bizarre. En fait, c'est stylé parce qu'en fait, quand tu déclenches la chasse, il y avait de l'eau qui descendait de ce robinet là, donc en fait tu pouvais te laver les mains directement au-dessus de tes toilettes, et j'étais en mode waouh, ça c'est ouf. Du coup j'ai passé la journée du samedi 14, je l'ai passé à Ikebukuro, dans un lieu qui s'appelle Sunshine City, qui est un énorme bâtiment avec des centres commerciaux, des maisons, etc., etc. Il y avait une exposition Sarazanmai, donc qui était une série qui venait de finir sa diffusion à peu près à ce moment-là par Kuniko Ikuhara, qui a été un peu oubliée cette série, mais elle était sympathique. C'est vrai qu'elle n'était pas aussi forte qu'un Utena ou qu'un Penguin Drum du même réalisateur, mais là je commence déjà à digresser. Il y avait à côté de ça un événement dédié à différents illustrateurs Pixiv, qui sont très moe, qui sont très, il y avait du Kentoku, il y avait du Aiten, ce genre de choses. Donc là, ça parlera vraiment aux experts. Donc l'exposition Sarazanmai, voilà une petite photo des personnages en format kappa. Ils sont trop mignons, c'est trop joli. Illustration des jolis flics un petit peu gays de Sarazanmai. Je dis un petit peu est un euphémisme. Et puis à côté, Ikebukuro est aussi connu parce que c'est là qu'il y a un des principaux Pokémon Center aussi à nouveau. Regardez-moi ces belles assiettes. Moi, j'ai trouvé sublime. Et 700 yens, c'est pas très très cher. Mais je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Et du coup aujourd'hui je regrette, même si vu à quel point je maltraite ma vaisselle, tu l'utilises vraiment pour manger, je crois pas. Je pense que moi je l'aurais mis dans ma petite vitrine. Tiens, pour le fun, j'avais pris des photos du top 10 manga de la principale librairie d'Ikebukuro. On était à l'époque au tome 39 de Haikyuu, il y avait un nouveau tome d'Actage. Dr Stone ici, Seraph of the End, Hell's Paradise, We Neverland qui était toujours en publication, Kingdom évidemment, donc voilà un petit peu. Puis d'autres petites séries, le tome 1 d'une petite série nommée Spy X Family, je sais pas si ça va avoir beaucoup de succès. Pareil, Kusoriya no Hitorigoto, je sais pas, je connais pas, c'est quoi? Le carnet de l'apothicaire, vous dites, bon, je sais pas si ça va marcher. Il y avait même Bakarina ici, regardez. My Next Life as a Villainess, bon voilà, incroyable. Rilakuma, le beau Rilakuma, je l'aime bien, il est beau, j'aime bien Rilakuma. J'aime bien son design, il a une bonne tête. Et puis ensuite, je me suis fait traîner à Shibuya. À Shibuya, bon regardez-moi déjà, il y a cette photo que j'aime beaucoup, c'est une de mes photos favorites de ces 3 semaines, j'aime bien l'ambiance qu'elle dégage, j'aime bien ce petit canal, j'aime bien ces petites lumières, j'aime bien le côté... ils ont mis tout sur les murs, ils ont tout accroché au mur, ils ont tout caché là, les trucs moches, ils les ont mis là, en espérant que personne regarde. Mais non, c'est bon, j'ai pris une photo. Mais non, on m'a ramené un Natsumatsuri. On était à la fin de l'été, mais c'était quand même l'occasion de se faire un festival d'été, donc dans un parc, dans un temple de Shibuya qui s'appelle le Kono Hachimengu. On peut pas se tromper, il y a une petite pieuvre, donc c'est des takoyaki. Je crois bien. Du coup, j'ai mangé mes premiers takoyaki et j'ai découvert que je n'aimais pas du tout les takoyaki. Très belle photo que j'aime bien du temple avec ce grand bâtiment au-dessus, les différents petits lampions, etc. etc. Franchement, c'est assez chouette. Très très cool. À gauche, là, il y avait une scène. Alors, j'ai pas gardé de photos parce qu'elles sont toutes d'une qualité hélas dommage, mais il y avait pas mal de petits spectacles, des chansons traditionnelles, un mime, des choses comme ça. C'était assez chouette. Et moi, j'aime bien cette photo-là aussi parce qu'elle est vraiment très entre tradition et modernité. Voilà une petite photo d'ailleurs de ma chambre d'hôtel. C'est assez petit, je vais pas vous mentir. C'est la première fois que je dors. C'est la première et la seule fois que je dormais sur un futon. Après, j'ai pris que des hôtels avec des lits à l'occidental parce que dormir sur le sol, moi jamais. Mais en vrai c'est sympa. C'est sympa, mais moi je préfère un bon vieux gros matelas et un bon vieux gros lit. Donc voilà un petit peu pour la partie tokyoïde du voyage. Ça c'est un petit paysage urbain autour de Tokyo Station. Mais ça va nous ouvrir vers la seconde partie. Donc voilà, Hiroshima et Okayama tout simplement. Donc du dimanche 15 au mercredi 18 septembre. J'ai mis les dates, c'est incroyable. Donc voilà, Hiroshima. Donc là on arrive, comme je vous l'ai dit, les photos elles passent en 16/9 parce que j'ai découvert que mon Google Pixel à l'époque pouvait le faire. Google Pixel vraiment pas déçu par les photos. Je pense que je peux en tirer encore plus, mais je suis pas assez doué pour ça. Donc ça voilà, ça c'est un paysage un peu nul à la sortie de la gare, mais voilà, c'est ma première photo d'Hiroshima et là c'est chouette. Je vais faire ce qu'on appelle dans le milieu une dinguerie, une cascade, c'est-à-dire que j'arrive à Hiroshima vers 15h, il fait 37 degrés quand j'arrive, c'est déjà pas mal. J'ai pas mangé, j'ai pas déjeuné, mais je me dis, je vais marcher jusqu'à mon hôtel, donc je marche 2,5 km dans Hiroshima avec ma valise à 36 degrés.
envie de mourir, mais en même temps je me le suis imposé à moi-même. Donc du coup je me fais une petite marche qui est pas trop mal, hein, parce que je passe à côté des, par exemple près du fleuve, et il y a quand même des jolis décors, etc., etc. Donc moi je suis assez content. J'aime bien marcher dans les villes japonaises, même si là je vais le faire de moins en moins au fur et à mesure du voyage, mais Hiroshima, on va le voir, est assez cool pour marcher dedans. On a ces jolis décors autour du fleuve, etc., etc. Moi j'aime bien. Ça par exemple, ça c'est ma vibe aussi. C'est ma vibe urbaine, fleuve et tout. Moi je suis content quand je vois ça. Moi je me sens bien à l'aise. La petite vision du tramway, un tramway d'époque. Alors il y a encore parmi les tramways qui circulent à Hiroshima, il y en a encore qui datent d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui ont survécu au bombardement. Je crois pas les avoir vus parce que je crois que le modèle qu'on voit, même s'il a l'air plutôt daté, je crois que c'est un modèle des années 50-60. Mais en tout cas, voilà un petit peu dans mes petites visions. Donc j'arrive à mon hôtel, je suis pas mal. Il y a du sumo à ce moment-là. Je crois que c'est un des plus gros moments du sumo annuel mi-septembre. Donc je mate un peu de sumo, je me rends compte que c'est 5 minutes de préparation du match où ils font des rites religieux, où ils lancent du sel sur le terrain, etc. Et les matchs en eux-mêmes, ça dure souvent 10-15 secondes, ça va très très vite. Donc effectivement, je comprends que ça ne soit pas un sport olympique parce que c'est pas très télégénique, mine de rien, le sumo. Puis je me mate aussi Dr MV. Mister MV, je confonds avec Dr Feelgood. Mister MV qui faisait du GeoGuessr à l'époque, c'est 2019. Comme quoi, quand même, quand t'es en dehors du Japon, il faut continuer à respecter ses racines françaises et consommer de la culture de son pays. Après m'être bien reposé de mes émotions, je vais me balader un peu dans Hiroshima, je vais me faire un burger dans un bon resto qui est pas très très loin. Mais le principal contenu de ma visite à Hiroshima, ce sera le lendemain, le lundi 16, qui est un jour férié au Japon. Il y a 2 lundis, il y a 2 jours fériés en septembre. Et du coup, du coup je vais me balader entre autres dans le parc pour la paix, donc au centre d'Hiroshima. Un des principaux monuments, j'ai pris pas mal de photos parce qu'il y a énormément de monuments dédiés aux différentes victimes du bombardement atomique. Le dôme évidemment, qui est quand même un bâtiment, quand on le voit, il y a une force quand même qui se dégage de ce bâtiment. J'aime beaucoup Hiroshima. En règle générale, c'est une ville que j'ai adoré parcourir et quand je ferai mon second voyage, sans doute très bientôt, je repasserai sans doute par Hiroshima parce que c'est vraiment un endroit que j'ai adoré, mais qui est aussi riche en émotions forcément, qui est riche en force. Donc quand on arrive devant le dôme par exemple, on fait plus trop le fier, quoi. On fait plus trop le malin. Ça c'est la cloche pour la paix que les gens sont invités à faire sonner, tout simplement. Donc ça c'est le musée du mémorial pour la paix à Hiroshima, tout simplement. Donc il y a pareil, là, si vous êtes à Hiroshima, évidemment, je vous le conseille très très fort. Donc ça c'est une image du musée qui évidemment ne cache pas grand chose de ce qui s'est déroulé à Hiroshima. Ça par exemple c'est un vélo qui a vécu le bombardement, mais en fait le musée se concentre beaucoup sur ce qu'était Hiroshima avant, ce qu'était Hiroshima pendant. Il y a tout un segment qui est dédié à nous faire vivre heure par heure, minute par minute, le bombardement et les conséquences, du point de vue de différentes personnes, de différentes classes, de différents genres, de différentes raisons pour lesquelles ils étaient à Hiroshima, etc., etc. Donc vraiment on en sort un petit peu changé. Donc ça par exemple c'est le dôme avant et après. Donc là effectivement on voit bien ce que la bombe a pu faire. Mais vraiment encore une fois, mais ouais, si vous êtes à Hiroshima évidemment, allez-y. Bon, dites-vous que après vous allez passer 2-3 heures dans un bad, mais en même temps c'est un bad qui vous fera un peu de bien. Je pense qu'il vous fera aussi réfléchir, reprendre un peu conscience de pas mal de vérités qu'on peut avoir tendance à oublier de nos jours. Alors là on voit très très mal parce que la photo a pas rendu bien compte de ce que c'est. Mais en gros là c'est un compteur qui indiquait le nombre de jours depuis la première fois qu'une bombe a été lancée sur une population civile, donc le 6 août 1945. Et là en bas c'est la dernière fois qu'on a eu un test nucléaire. Parce qu'évidemment le but aussi du musée c'est d'être profondément anti-nucléaire, en tout cas anti-usage d'armes nucléaires. Donc là je crois que c'était 15 jours. Je crois que c'était 15 jours le dernier test nucléaire. Donc évidemment à chaque fois que quelqu'un refait péter une bombe pour tester, juste pour voir ce que ça donne, bon bah le compteur est remis à 0. Donc forcément ça fait pas plaisir au musée. Après ça je vais me balader un peu dans la ville. Je vais tomber sur une petite manif comme ça, une petite manif de japonais, pas mal de vieux, hein, pas mal un public assez âgé en général. Je sais pas pourquoi ils faisaient une manif, je sais pas lire le japonais, donc je vais faire un zoom sur leur banderole. Et donc si vous lisez japonais, peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires ce pourquoi ils faisaient leur petite manif. Mais en tout cas voilà, donc voilà. Après ça la photo est prodigieusement dégueulasse. On a l'impression que j'ai laissé un vieux reste traîner sur une plaque en métal. Mais Hiroshima est connu, en spécialité culinaire d'Hiroshima on a les okonomiyaki qui sont vraiment un truc que je méga surkiffe sa mère. C'est omelette
qu'on te fait griller sur une plaque gigantesque. Et après tu prends ta petite spatule et tu prends tes petits morceaux d'okonomiyaki. C'est super trop bon. Il n'y a pas assez de restaurants d'okonomiyaki en France. Il y en a genre 3 à Paris. Je les ai tous faits. Je peux vous faire un top 3 des restaurants d'okonomiyaki à Paris, mais il m'en faut encore plus, il me faut encore plus de doses. Donc ça voilà, c'était Hiroshima, c'est mon petit plaisir gustatif. Après ça, je vais me balader, je vais aller direction le château d'Hiroshima qui est pas très loin. Parce qu'en fait, un des avantages d'Hiroshima aussi d'un point de vue touristique, c'est que tout est dans le centre. Donc en fait, tout est joignable à pied assez facilement. On peut se balader dans Hiroshima sans trop de soucis, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc ça, c'est encore une fois paysage urbain japonais que j'aime bien. C'est les centres commerciaux qui s'étendent sur 4 milliards d'étages. C'est vraiment très consumériste, c'est vraiment très le capitalisme à fond, mais c'est une vibe que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Regardez-moi ces deux tramways entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. C'est dommage que mon petit bonhomme peut pas faire de clin d'œil, sinon il l'aurait fait. Mais du coup voilà, c'est rigolo. Donc après je vais visiter un des principaux parcs d'Hiroshima qui s'appelle le Shikai-en. Ça va être ma première expérience de jardin japonais, ça va pas être la dernière. Vous allez voir, je vais devenir méga fan de jardin japonais. Et le Shikai-en c'est super cool, c'est vraiment plein, c'est tout petit, c'est super sympa d'y parcourir. C'est pas très cher l'entrée. Regardez-moi ces Carpe-Koi, on dirait la ligne 13 à 8h du matin. Et c'est plein de jolis paysages, c'est super cool à parcourir. C'est très calme, très silencieux. C'est super bien, il y a pas mal de zones ombragées, donc en plus, comme je vous ai dit, ça c'est cool, ça fait plaisir. Jolie lumière, parce qu'on est vers 16h-17h, donc le soleil commence à se coucher tranquillement. Le parc est juste à côté d'un fleuve, donc en plus, on a des jolis plans avec le fleuve à côté, etc., etc. Donc vraiment très chouette. Un petit puits, voilà, etc. Donc voilà, si vous allez à Hiroshima, n'hésitez pas aussi à visiter le Shikai-en, qui est vraiment super joli, super cool, donc ça fait partie, à mon avis, des trucs indispensables de la ville. Du coup, j'ai pas visité le château, mais a priori, j'ai rien loupé, parce que comme beaucoup de châteaux traditionnels japonais, c'est juste des châteaux qui ont été détruits pendant la guerre et qu'ils ont reconstruit tel quel et qui est vide à l'intérieur. Pas d'intérêt. Tout comme cette photo d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous ai mis une photo de mon... En fait je crois que si je sais que je vous l'ai mis parce que c'était ma boisson un peu coup de cœur du Japon, c'est le Pepsi Japan, qui est un Pepsi mais avec un goût un peu plus relevé. Et ça, il n'y a pas d'équivalent en France, il n'y a pas d'équivalent en Europe, j'en ai jamais retrouvé. Donc voilà, dès que je retournerai au Japon, évidemment, je prendrai ma dose de sucre. Après je me demanderai pourquoi, malgré tous ces pas que je fais, je perds pas un seul kilo pendant mes voyages. Mystérieux. Encore une fois, je retourne vers la galerie un peu marchande d'Hiroshima, qui est assez chouette, qui est assez sympathique. Je passe dans le Animate, où encore une fois pas mal de mangas actuels, donc We Neverland qui était toujours en cours de publication. Il n'y avait que 5 tomes de Jujutsu Kaisen à l'époque, vous vous rendez compte, incroyable. Il n'y avait pas encore l'arc de Shibuya, c'est vraiment un moment... C'était bizarre, hein. Je vivais dans une réalité où il n'y avait pas encore l'arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Donc regardez-moi tous ces tomes d'Arctage, dont on n'en a pas eu beaucoup en France, hein, puisque je rappelle que c'est une série qui a été annulée, parce que son auteur était un truc qu'il faut que je précise dès maintenant. J'étais au Japon pendant la dernière saison de Symphogear. Symphogear qui est ma série favorite ever. C'est-à-dire vraiment, je suis méga fan de Symphogear. Donc autant vous dire que déjà j'étais content parce que toutes les boutiques otaku mettaient en avant Symphogear parce que c'était la grosse sortie du moment. Et du coup, regardez-moi ça. Tous les CD de Symphogear sont là. Ils sont tous quasiment là. Non, il manque la moitié de G. Mais voilà, j'étais content. J'étais content. Photo dégueulasse et méga flou. J'ai essayé de prendre en mode panorama tous les goodies Bank Dream. Parce qu'à l'époque, Bank Dream, c'était méga hype. Bon voilà, c'est flou, c'est dommage. En dessous de l'animate, il y avait plein de UFO catcher. Alors c'est la seule fois que je faisais du UFO catcher, vraiment, parce que c'est vraiment un piège à con ce truc là. Où vraiment avec ta petite pince, t'essaies d'attraper des petites peluches Symphogear. Bon, j'en ai eu absolument aucune. Puis après en plus c'est vraiment con parce que regardez la figurine Ibiki qui est juste là. Bon en fait je vais l'acheter 5 balles. C'est 500 yens 2 semaines plus tard dans une boutique d'occasion. Tous les trucs du UFO catcher, tu les trouves super facilement d'occasion dans n'importe quelle autre boutique derrière. Donc ça sert à rien de se faire chier. C'est truqué. The game is rigged, man. Finalement, c'est pas tous les jours que je peux citer du The Wire. Donc voilà, c'est là. Le dôme de nuit. Alors le dôme de nuit, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est une ambiance encore plus ouf. Se balader dans Hiroshima la nuit, c'est vraiment cool. Comme en règle générale, se balader au Japon la nuit, c'est super bien. Je l'ai pas beaucoup fait parce que j'étais ce mec qui se couchait à 21h comme un gros nul. Et du coup, Hiroshima la nuit, c'est super. Point fast food, ça sert à rien de le faire, mais on sait jamais. Je suis allé dans un McDo. Les frites sont ok, les sodas, ok. Le Mac Teriyaki, c'est pas incroyable. voilà. Puis évidemment, le burger, il est tout petit. Hein, donc vraiment, c'est pas folichon McDo au Japon, mais encore une fois, photo de nuit dans Hiroshima. Donc c'est encore une fois la galerie, mais de nuit, et on voit bien qu'il y a des petites couleurs sur les toits. Moi j'aime bien, c'est assez stylé. Et puis du coup, je me suis dit, est-ce que à 21h, tu peux réveiller tout le quartier en faisant sonner la cloche de la paix? Est-ce que tu peux être ce connard-là? Non, enfin. En fait, tu pourrais le faire.
tu pourrais passer par-dessus, monter l'escalier et quand même sonner la cloche. Mais est-ce que tu veux être un connard à ce point-là? Je pense pas. Donc voilà. Donc Hiroshima, second jour. Hiroshima, second jour. On est mardi. Et là, du coup, vous voyez, c'est une station de tram que j'ai trouvé un peu stylée. Pourquoi j'ai pris le tram? Parce que je voulais aller à Miyajima, qui est l'île qui est dans la baie de Hiroshima, qui est une île extrêmement touristique. Mais pourquoi elle est touristique? Parce qu'elle est super belle. Elle défonce pas mal. Donc on prend le petit ferry. Le JR Pass est compatible avec d'ailleurs. Donc voilà, c'est une information que je pense vous pourrez retenir. Alors en 2019, c'était pratique à retenir comme information parce que le JR Pass était relativement accessible. Bon, aujourd'hui, c'est 100 000 yens. Bon, c'est beaucoup quoi. Le petit ferry. Donc on s'approche de l'île. Regardez-moi ces belles montagnes. Regardez-moi ces beaux arbres. Donc on s'approche du port. Et puis, qu'est-ce que je découvre en arrivant à Miyajima? Oh bah surprise, que Miyajima est jumelé au Mont Saint-Michel, donc j'étais content parce que du coup ça m'a rappelé évidemment la Normandie. Il y avait un petit restaurant, petit café à Sha et à Shiba, donc, et à Ibu. Les trois animaux dans le même endroit, hein. Vraiment c'est un move de fou. Donc j'ai pas tenté le coup, mais si j'y retourne à Miyajima, ce qui pourrait arriver quoi. Moi, Miyajima, j'en garde un très bon souvenir et j'en ai vu que la moitié. Bon, Miyajima est aussi connu parce qu'il y a des cerfs partout, évidemment, Shika, tout ça, vous avez la référence si vous êtes un otaku à jour dans vos animés. Mais du coup, effectivement, petit cerf qui, bon, faut pas avoir de la bouffe à la main, mais sinon ça va, ils sont plutôt gentils. Mais ils se baladent librement, donc autant vous dire que voilà, ils sont partout. Donc voilà la galerie un peu commerciale de Miyajima, où je vais manger un poulet pané. Et pourquoi je l'ai pris en photo? Parce qu'en fait j'ai galéré à trouver ce poulet pané. C'est-à-dire que tous les restos de Miyajima font la même chose, c'est-à-dire de l'huître partout. Si vous aimez pas manger des huîtres, Miyajima, vous êtes dans la merdasse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives en termes de nourriture. Tout le monde vous proposera des fruits de mer et du poisson. Et moi, j'aime ni l'un ni l'autre. Donc, du coup, pour trouver du poulet, j'ai un peu galéré, mais j'en ai trouvé. J'ai pu en manger et tout va bien. Encore une fois, regardez, c'est Rilakkuma. Rilakkuma qui vend des petites pâtisseries très sympathiques. On arrive sur la plage. Qui dit plage de Miyajima dit Tori. Je suis arrivé au moment où il était en construction, enfin il était en maintenance, donc voilà, c'est ma photo du Tori de Miyajima. Elle est incroyable, mais elle est collector, c'est pas tout le monde qui peut se dire qu'il aura eu le Tori de Miyajima avec cet échafaudage là. Sur le chemin vers la montagne, parce que je me dis, allez, je vais monter la montagne, je vais monter le mont Mycène, je vois ce cheval qui fait peur, donc voilà, cheval qui fait peur, c'est gratuit. Je continue un peu à monter, je vois des super panoramas, des super temples et tout. On passe à côté du temple Itsukushimu qui est vraiment super stylé aussi. On commence à s'enfoncer un peu dans la forêt avec des petits ponts, des petits courants d'eau. Ce petit artwork qui nous dit de faire attention aux cerfs qui vont vous manger. Donc voilà, vous le saurez, les cerfs vont vous manger. Le téléphérique, alors qui est un peu cher dans mes souvenirs, j'ai plus les prix exacts, je l'ai pas noté, qui est un peu cher pour monter en haut du mont Mycène, puis qui surtout est souvent bondé. Alors moi j'ai eu de la chance parce que comme j'ai dit j'étais mi-septembre. Mi-septembre honnêtement c'est une super période pour le tourisme parce que vous aurez pas les Japonais, vous aurez pas les Européens, vous aurez pas les Chinois. Vous aurez pas grand monde en fait, parce que c'est une période où tout le monde normalement retourne au taf. Donc si jamais vous pouvez poser vos congés d'été en septembre pour aller au Japon, c'est pas trop mal. Le seul risque, le seul danger, c'est de tomber c'est quand même une période un peu de typhon. Moi j'en ai pas eu, donc ça va. Mais c'est un peu un risque quand même. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'était sympa. Donc depuis le téléphérique, on a des jolies vues quand même. C'est pas trop mal, puis après faut quand même monter un peu. C'est-à-dire le téléphérique vous en avez pas tout en haut du mont Mycène. Faut quand même monter. Il reste encore 100 mètres à monter. Et moi je me dis 100 mètres à monter ça va, c'est pas trop dur. Non, j'ai oublié que j'étais nul. J'ai oublié que j'étais en pâte à modeler. Donc je meurs un peu parce qu'en plus il y a des jolis escaliers qui sont gravés à travers même la roche. Donc là l'escalade est pas trop dure en vrai. Faut juste monter des escaliers, mais c'est des escaliers qui sont pas forcément toujours réguliers, qui peuvent être un peu dangereux par moment, qui ont été gravés dans la roche il y a 300-400 ans, donc forcément qui ont un peu vécu. Sur le chemin vers la montée, il y a quand même ce temple qui est dédié à l'amour. Vous pouvez y prier pour vos réussites amoureuses, donc c'est ce que je vous espère si vous y allez. Je n'y ai pas prié, c'est pour ça que j'ai toujours eu aucune réussite amoureuse depuis 5 ans. Donc voilà, terrible. À l'intérieur du temple, il y a un joli décor d'ailleurs. Franchement, c'est un très joli temple, c'est un très joli ensemble de temples d'ailleurs, parce qu'il y en a 2. Et franchement, c'est très joli. Vraiment, ça vaut l'effort de monter un peu le mont Mycène, quoi. C'est assez sympa. Il y a aussi ces petits bouddhas qui sont souvent redécorés par les visiteurs, donc on leur met des petits chapeaux, on leur met des petites lunettes, je trouve ça assez stylé, c'est assez fun. Je continue de monter, donc la vue sur la baie d'Hiroshima continue d'être super bien. Donc regardez-moi cette vue, elle est super. Ça c'est moi, c'est moi qui tape la pause, qui tape ce selfie. Où franchement je suis pas très à l'aise parce que je me prends le soleil dans la gueule, parce que je ne connais pas ces concepts de pause par rapport à la lumière extérieure. Je crois que c'est mon premier selfie ever, donc voilà, c'est peut-être mon seul encore à l'heure actuelle, donc voilà c'est terrible. Et ensuite je me dis je vais descendre, tout simplement.
Il est 16 h, je me dis bah je vais descendre le mont Musen à pied. C'est que 500 mètres à descendre. Donc fameux dernier mot, comme ils disent, parce qu'effectivement il y a un chemin qui permet de descendre très rapidement, mais il est très risqué, il est très dangereux, et surtout bah, je me rends compte qu'en fait j'ai 1h30 pour le descendre avant qu'il fasse nuit. Bon quand même, c'est dangereux. Donc je descends, il y a des racines sur le chemin, donc j'ai pris en photo cette racine parce que je me suis détruit le pied dessus. J'ai failli me fouler la cheville en plein milieu de la descente, ce qui aurait été parfait, hein. J'aurais été ce touriste complètement con qui n'a pas prévu estimer les risques qu'il prenait. J'aurais été ce touriste totalement débile. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai appris ma leçon. J'ai appris ma leçon ce jour-là, hein, forcément. Enfin, quand je vous dis escalier pas très régulier, voilà, ça c'est vraiment très risqué. Il y a, je crois, 40 cm là. Et ça surprend si on fait pas attention à ce qu'on descend. Moi ça va, je faisais attention à ce moment-là parce que la racine, encore une fois. Mais là, si vous regardiez pas où vous mettiez les pieds, il y avait une petite surprise à la descente. Il y a un petit banc, il y avait des petits endroits pour se poser assez sympa, au calme et tout, mais j'avais pas le temps de me poser donc parce qu'il allait faire nuit, donc j'ai pas pu en profiter. Ça c'est le moment où on arrive à peu près sur du goudronné, etc., donc je savais, je commençais à m'en sortir, mais il y a quand même des jolis coins à faire. Donc vraiment Miyajima en tout cas je conseille pas mal, et encore il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites, il y a un aquarium, il paraît que la nuit c'est incroyable. Ça pardon voilà, marée basse, le temple marée basse, franchement j'étais là, je me dis, oh, c'est super top. Moi les marées basses je suis content, ça m'a rappelé encore une fois ma Normandie, mon turf de Ouistreham. J'ai vécu 15 ans à Ouistreham, est-ce que je regrette d'y avoir vécu? Non. Est-ce que j'ai envie d'y revivre? Non, mais en tout cas c'est super. Mais du coup voilà, puis après il est temps d'aller prendre le ferry et de rentrer tranquillement. Alors il y a deux ferries en fait pour aller à Miyajima, il y a celui qui va mener au terminus du tramway, et puis il y en a un qui est beaucoup plus cher mais qui va vous amener au centre d'Hiroshima. J'ai pas osé le prendre, mais je pense que ça peut être idée. Si vous êtes riche et fortuné, vous pouvez le prendre. L'intérieur du tramway, je sais pas pourquoi je l'ai pris en photo. Donc voilà un petit peu pour Hiroshima. Et on en a fini avec Hiroshima, puisque le lendemain, c'est le moment d'aller direction de ma prochaine destination, qui est Kyoto. Mais sur le chemin, je me dis, sur le chemin, il y a quoi? Parce que j'ai un JR Pass, donc autant l'utiliser. Le JR Pass, je le rappelle, c'est Shinkansen illimité, enfin presque. Sous condition, parce qu'il y a certaines lignes de Shinkansen qui sont pas prenables. Conseil Shinkansen, je le dis maintenant, mais ne pensez pas, déjà en 2019 c'était compliqué, en 2024 je sais que désormais c'est quasiment interdit, mais ne venez pas dans votre Shinkansen avec votre valise. Il n'y a pas d'espace prévu pour, donc souvent on s'attend à ce que vous les fassiez livrer d'hôtel en hôtel, etc. Les Takyubun, etc. C'est un sujet qu'il faut vraiment que je creuse, mais voilà, les Shinkansen sont pas faits pour nos valises d'occidentaux. Donc du coup, sur le chemin, entre Hiroshima et Kyoto, il y a Okayama, qui est une ville qui est vraiment chouette, que je connaissais pas. En fait, j'y suis allé un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire, à la base, j'avais prévu d'aller voir l'île des lapins, qui est une île qui est pas loin d'Hiroshima, où du coup, il y a 4 milliards de lapins en liberté, etc. Du coup, moi, j'aime bien les lapins, donc je me suis dit pourquoi pas. Sauf qu'il fallait que je me lève très très tôt. Il fallait que je me lève vers 5h du matin, un truc comme ça. Et je me suis pas levé à 5h du matin, j'étais trop explosé. C'est la première fois que je faisais une bonne nuit d'ailleurs. La nuit après Miyajima, c'est vraiment la première fois où je faisais vraiment une grosse nuit, genre 21h, 7h à l'ancienne. J'étais vraiment content. Le jet lag était officiellement mort, RIP le jet lag, donc ça faisait plaisir. Mais Okayama, c'est une ville qui est aussi connue parce que c'est le lieu de naissance, entre grosses guillemets, parce que c'est un personnage légendaire, de Momotaro, qui est une légende japonaise, qui est un petit aventurier qui a plein d'aventures et diverses et variées. C'est une légende. C'est la légende Momotaro, tout simplement. Il est là. Et Momotaro, son petit signe particulier, c'est la pêche. Donc vous voyez, par exemple, la pêche est un peu omniprésente à Okayama. Okayama qui est une ville connue pour un animé, l'animé Je veux te voir en haut de l'affiche qui se déroule à Okayama. Je crois que c'est le seul animé que je peux vous citer qui se déroule à Okayama, désolé j'en ai pas d'autres. En tout cas voilà la pêche de Momotaro, donc voilà la grosse pêche de Momotaro, qu'il a déposée ici bien évidemment. Petite encore une fois galerie commerciale, galerie marchande d'Okayama. Voilà un catcheur qui tabasse quelqu'un qui fait du vélo. Donc voilà ce qu'il fait. Si vous respectez pas les règles à Okayama, il y a un catcheur qui débarque de nulle part pour vous dropper la tronche. Petit canal, parce qu'il y a des petits canaux assez cool dans Okayama. Donc encore une fois, la ville est plutôt jolie à parcourir, elle est plutôt sympa. Il y a des petites statues, des petites fontaines, vraiment très sympa. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé Okayama, c'est une ville... il y a un gros truc à voir, donc je vais pas forcément vous recommander de passer plusieurs jours, mais pour une escale d'une journée, encore une fois, entre Hiroshima et Kyoto, ça en fait un truc parfait pour s'y arrêter pour une journée. Parce que il y a un truc super cool. Déjà il y a un restaurant qui s'appelle le Lion Perrache. Et ça franchement, c'est pas tous les jours. Moi j'attendais le Evry Courcouronne ou le Jouy en Josas, je sais pas, mais vraiment Lion Perrache, ça m'a explosé. J'ai pris en photo le menu, d'ailleurs. Ouais, mais il est en japonais, donc du coup je pouvais pas dire c'est quoi, c'est des trucs français à très très cher. Mais du coup voilà, le Lion Perrache qui est pas loin du coup de ce que je voulais visiter à Okayama. Donc je traverse un petit pont en métal à l'ancienne. Je me prends un petit ramen dans le petit resto qui est juste à l'entrée de ce qu'on appelle le Korakuen. Le Korakuen qui est un des principaux jardins, qui est un des 3 plus grands jardins japonais.
Donc là j'ai pris plein de photos, mais il n'y en a aucune qui rend vraiment mesure de la dinguerie. Et je dis les mots tels que je pense, dinguerie, qui est le Korakuen. Regardez-moi ce petit pins Momotaro, il était super mais je l'ai perdu au bout de 2 semaines, il est pas resté accroché très longtemps à ma sacoche. Mais vraiment qu'un endroit très fantastique, qui paraît-il est sublime en automne parce que il y a des milliards de feuilles mortes. Pareil au printemps, c'est là où il y a tous les sakuras, etc. C'est superbe. Mais moi j'y suis allé en été, en septembre, donc il n'y avait pas forcément de grosses attractions. Mais c'était déjà vraiment super bien. Il y a même un petit zoo avec des émous, je sais plus, ouais, je crois que c'est ça. Mais du coup, non, voilà pour le principal attrait d'Okayama. Mais vraiment, le Korakuen, je vous y conseille, hein. J'y ai passé 4 heures, un endroit super. Si vous aimez les parcs, c'est votre endroit. Si vous aimez les dinosaures, vous aimerez aussi Okayama parce qu'il y a une gigantesque tête de tyrannosaure dans un des quartiers commerçants que voilà, je l'ai pris en photo, il est là. Alors on avait beau être le 18 septembre, les Japonais préparaient déjà Halloween, donc il y avait, je crois que c'est un Don Quirote qui était décoré déjà aux couleurs d'Halloween, bien évidemment, car il faut se préparer très très tôt. Et je vais faire ma première boutique d'occasion qui s'appelle La Shinban, qui est une série de magasins tout au Japon, donc il y a ça, il y a les mandarake, mais je vais un peu vous détailler ça au fur et à mesure. Mais voilà, les La Shinban, c'est plein de boutiques d'occasion avec des figurines d'occasion, des artbooks d'occasion, plein de trucs d'occasion, des mangas d'occasion, enfin vraiment tout ce que vous cherchez d'occasion, vous l'avez. Donc il y a un choix incroyable à des prix qui dépassent toute concurrence. Vraiment c'est super bien les Shinban. Voilà, d'ailleurs on était... Quintuplet n'était pas encore fini, on n'avait pas encore la fin de Quintuplet à ce moment-là je crois. Pareil, on était en pleine diffusion de Demon Slayer saison 1, donc il y avait pas mal d'endroits où la série était bien mise en avant. Donc voilà par exemple ce petit stand où Gorange était en train d'être joué en boucle, Gorange de Lisa. Et c'est une chanson que j'ai entendu des milliards de fois pendant mon voyage au Japon, parce que c'est une chanson qui tournait en boucle au Japon, tout simplement. J'en tape dans mon micro. Ah, puis un truc que j'ai pas fait, alors que je regrette parce que c'est un truc qui me passionne, c'est les stamps. C'est les stamps rallye, c'est-à-dire que dans les grands endroits japonais, vous pouvez trouver des tampons avec lesquels vous pouvez tamponner vos cahiers pour dire j'y étais. Donc là, le 18 septembre 2019, j'étais au Korakuen de Okayama, tout simplement. Voilà, c'est indélébile, c'est mis à vie. Et Kyoto derrière, à chaque fois je me dis du jeudi 19 au lundi 23, dans ma tête j'y étais beaucoup plus longtemps, dans ma tête j'y étais une semaine, mais non, finalement j'y étais que 4-5 jours, et ça va passer très vite, hein. Kyoto en vrai c'est un lieu qui mérite vraiment une grosse semaine. Vous allez voir, j'ai pas passé tant que ça à Kyoto, parce que même si j'ai mis que j'étais à Kyoto le lundi 23, il y a une surprise. Donc déjà ça c'est ma chambre d'hôtel qui était super bien. J'ai pas parlé de ma chambre d'hôtel à Hiroshima mais qui était assez rigolote, qui était au Kamon Hotel Seto, qui est en plein centre d'Hiroshima. Pareil, on est sur les mêmes prix que pour Asakusa, on était autour de 60 € la nuit. C'était pas trop mal mais c'était tout petit. Là par contre du coup à Kyoto, c'était super bien, c'était limite un appartement. C'était super grand, la blague c'est que c'était plus grand que mon appart en Ile-de-France et à un prix que je trouvais vraiment pas dégueulasse, puisque pour du Kyoto on pourrait dire que touristique c'est énorme, mais voilà, j'étais à 47 € la nuit, ce qui est pas mal, hein, C'est un truc qui s'appelait le Suzaku Crossing. Je le dis au passé parce que là j'ai appris récemment qu'il a fermé. Ce qui me rend un peu triste parce qu'il était super bien. Pas forcément méga bien placé, parce qu'on était un peu loin des principales lignes de métro et de rail. Même si on va voir qu'à Kyoto, faut pas compter trop sur le métro parce qu'il y a 2 lignes, elles sont pas terribles. En fait, à Kyoto, tu voyages surtout soit en train, soit en bus, soit en vélo. Donc du coup, ça c'était ma chambre d'hôtel. Donc le premier jour à Kyoto, en fait c'est une journée un peu repos parce que j'ai quand même bien marché pendant 5 jours là. Donc c'est une journée où c'est vraiment dédié à faire ma lessive, faire mes achats au supermarché, un peu me reposer, écrire mes articles, etc. Donc vraiment un peu tranquille. Je sors quand même durant l'après-midi, je me balade un peu dans Kyoto. J'aime bien cette affiche. J'aime bien la tronche qu'a ce petit bonhomme là. Vraiment, il me met en sécurité. En plus, c'était cool parce que c'était un distributeur où vraiment tout était à 100 yens. T'avais des canettes de Maboule à 50, du Pepsi à 50 centilitres à 100 yens. Oh, ça, quel plaisir. Encore une fois, j'ai pas perdu de poids au Japon et je me demande pourquoi. Ça, c'est un petit parc pour enfants qui était assez sympa, assez joli. Il y avait un grand château, un grand lieu impérial que je me suis dit, en plus, il est à côté de l'hôtel et tout, j'irai le visiter. Je ne l'ai jamais visité, ça me rend triste. Donc voilà, en tout cas, la photo de l'entrée avec beaucoup d'élèves devant. Parce qu'évidemment, c'est Kyoto, donc j'ai croisé énormément de voyageurs scolaires. Ce n'est pas un mythe, ils vont tous en voyage scolaire à Kyoto, comme dans les animés, incroyable. Donc du coup, les gens de Kyoto, ils vont où en voyage scolaire? Personne ne le sait finalement. Dans Euphonium, ils vont à Tokyo, donc c'est vrai que la question est réglée. Ça, c'est... oui, c'est là où je voulais aller. C'est le musée international du manga, qui est à Kyoto, du coup. Et qui est tout petit, en vrai, et qui est une petite particularité, qui est dans une ancienne école.
Donc du coup, bah, tu as des endroits où tu dis, oh, on dirait un peu, on dirait Keon. Et bah oui, c'est normal qu'on dirait Keon, parce que bah, Keon se déroule dans une école Kyoto-8, et bah du coup, oui, bah, voilà, c'est le même design, finalement. Alors les photos étaient interdites dans le musée international de manga, je m'en suis rendu compte à la sortie. Donc ces photos sont peut-être un peu illégales, finalement. Donc, mais n'est-ce pas le propre de tout youtubeur que de jouer avec le danger finalement. Mais voilà, par exemple Freeze chronologique avec des mangas de 92, donc on voit Sailor Moon ici. J'ai loupé à 2 jours près une exposition chez Yafuru, donc autant vous dire que je suis un petit peu dégoûté. Puis il y avait un petit segment bande dessinée étrangère, donc admirez cette édition japonaise du Lotus Bleu. Le musée international du manga, je vous le conseille, mais n'ayez pas des attentes démesurées. C'est pas très cher, mais on en fait le tour en 1 heure maximum. C'est très intéressant si vous parlez japonais. Parce que là vous avez accès du coup à toute la collection de mangas et que vous pouvez lire et qui est, encore une fois je vais remettre une photo. Voilà, ça c'est juste une étagère au hasard et il y en a énormément comme ça, il y a pas mal de vieux mangas des années 80, 90, 2000 et si vous êtes là juste pour lire des mangas, il y a de quoi faire, mais le problème c'est que bon, ils sont tous en japonais, donc fondamentalement vous aurez un peu de mal si vous ne maîtrisez pas la langue, mais en tout cas non, c'est sympathique, mais encore une fois ne pensez pas y dédier tout un après-midi parce que encore une fois en 1 heure c'est réglé, hein. Ça va très vite le musée international du manga. Il y avait un petit espace Kyoto Animation, il ne vous aura pas échappé que bah, du coup j'y suis allé en septembre 2019, donc 2 mois après le terrible événement, le terrible attentat qui a touché Kyoto Animation. Donc à la fin du musée il y avait un espace Kyoto Animation où on pouvait faire des dons pour aider le studio à se reconstruire. Bon, puis après ça, je me balade un peu dans Kyoto en soirée, jolies images, jolis temples. Petite ruelle de Kyoto la nuit et tout. Ça c'est les ambiances pas mal, mais t'as pas de trottoir, donc dès qu'il y a des voitures, tu dois t'écarter, tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ne pas faire écraser par les vélos. Les cyclistes au Japon, ils sont sous stéroïdes, hein. Vraiment, ils ont pas le time, ils vont vite. Après, je vais me manger dans un petit restaurant, je vais me faire un petit chan avec un petit gyoza, voilà. Ça c'est la vue depuis mon hôtel, elle est belle, hein, c'est une belle vue. Donc là, cette fois-ci, nous sommes donc le vendredi 20. Vendredi 20, c'est là où on va faire les trucs les plus touristiques de Kyoto. A commencer déjà, donc là on traverse le petit fleuve, etc. Et on arrive au Fushimi Inari, qui est le temple, la montagne avec un petit temple dessus, et évidemment connu pour ce petit chien déjà, mais aussi évidemment pour ces couloirs de torii gigantesques, où c'est là où tu vas aller prendre les plus belles photos Instagram de ton voyage. Donc effectivement, le Fushimi Inari c'est super, j'ai adoré le Fushimi Inari, donc qui est ouvert. En fait c'est comme Asakusa, c'est comme le temple de Sakusa. Si tu y vas à 8h du matin, t'auras personne, tu es tranquille. Tu peux même y aller de nuit, tu peux faire l'ascension du mont la nuit, c'est pas fermé ni rien. Tu peux faire ça si ça te plaît. Il paraît qu'il y a une ambiance incroyable la nuit là-dedans. Tu vas être tranquille, pépère. Mais par contre, effectivement, si tu y vas en journée, c'est rempli de monde. Même si je mets une petite astérisque, parce que c'est rempli de monde au début. Alors, j'ai pas mis de photos où il y a énormément de monde dessus. Mais en fait, les premiers torii, les premiers champs de torii, il y a 4 milliards de personnes là où effectivement on fait limite la queue pour avancer dedans. Donc, c'est pas forcément très agréable. Mais plus on monte, moins il y a de gens. C'est-à-dire vraiment, les gens sont pas très motivé à faire la montée à pied, et c'est vrai qu'elle peut être un peu raide, il y a beaucoup d'escaliers à faire, ça peut être un peu longué, mais il y a des endroits incroyables pendant cette ascension, c'est-à-dire il y a vraiment ces endroits avec des petits temples, des petits hôtels, des petits torii. Regardez-moi ces escaliers, voilà. Encore une fois, on monte beaucoup, hein, faut être prêt. Même moi qui déteste les escaliers, j'étais revigoré par l'ambiance du lieu qui m'a donné une seconde énergie, qui m'a permis de monter tout ça. Bon, ça n'empêche pas le lieu d'être relativement touché par les affres du capitalisme, parce qu'on a regardez-moi ces beaux bancs Coca-Cola, finalement, au milieu des endroits aussi spirituels. Puis parfois quand on se perd un petit peu dedans, c'est-à-dire il peut y avoir des endroits avec des petits cul-de-sac, des endroits un peu cachés, et là par exemple c'est un endroit avec ces petits jeux d'eau, ces petits tubes en bambou qui font claque quand ils se remplissent d'eau au fur et à mesure, ces petits torii, c'est incroyable, des endroits pour se poser. Par contre il faut faire juste attention à cet endroit-là parce que, tout le monde en général, les moustiques sont assez nombreux, donc pensez à prendre des répulsifs assez puissants, des répulsifs adaptés au marché japonais évidemment, parce qu'au Japon ils ont des moustiques vénères, ils ont beaucoup de moustiques tigres, ils ont beaucoup de moustiques qui font pas de bruit mais qui viennent vous défoncer les cuisses assez rapidement. Dès que vous montrez un peu de peau, vous êtes dans la merde d'un point de vue repas pour les moustiques. Donc voilà, faites attention à ça quand même, donc venez préparer si vous venez surtout en été. Si vous venez en été, faites attention à ça. Regardez-moi ce lieu, il est incroyable aussi. Encore une fois, beaucoup de torii, on continue de monter les escaliers. Alors ça c'est les derniers. En plus, plus on monte, plus les escaliers sont vénères. Donc c'est pas plus tu montes, plus ça va. Non. Plus tu montes quoi. Vraiment littéralement. Donc ça c'est assez cool. Ça c'est la plaque qui signale qu'on est tout en haut. Alors par contre le haut du mont Misen c'est pas intéressant du tout parce que c'est de la forêt toujours. Donc il n'y a pas de super panorama sur la ville de Kyoto. Non, c'est vraiment juste des temples et de la forêt. Donc on voit rien. On voit rien du bas de la montagne depuis le haut. Donc ne vous attendez pas à une super vue. Encore une fois, plein de torii. Voilà. Par contre, à mi-chemin, il y a quand même cette vue assez sympa de Kyoto, mine de rien. Donc ouais, on va pas cracher dessus.
Donc là, on continue de descendre, je vais à la gare et direction ma prochaine destination. Il est 16 h et j'arrive au Kyoto Railway Museum, au musée du train de Kyoto, avec déjà, regardez-moi ce Shinkansen grandeur nature, ces vieilles locomotives d'époque, ces petites maquettes de très très vieilles locomotives, ces uniformes des années 30-40 de contrôleurs, cette reconstruction d'une gare, d'une boutique de gare des années 50, cette reconstruction des portails d'accès à un quai dans les années 50, ce cockpit de train, ce faux passage à niveau. Enfin bref, c'est assez fou. Ce diorama, putain, il y a un diorama, ça c'est vraiment incroyable. Il y a des petits trains miniatures, etc. etc. Il y a même des vieilles bornes. Des vieilles bornes de tickets. Enfin, c'est un truc pour les méga nerds de train. Je le suis un peu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, alors par contre, si vous n'êtes pas anglophone, ce n'est pas très intéressant. Mais si vous l'êtes, c'est cool parce que il y a des audio guides qui sont en anglais, dans un très très bon anglais. Donc si vous êtes fan de train et que vous êtes un peu bon en anglais, et c'est un musée qui vaut le coup d'être fait. Donc voilà, c'est mon contenu très spécifique, bien évidemment. Bon, il y a aussi un échangeur de train, c'est comme le début de l'opening de Demon Slayer, voilà, c'est de là que ça vient finalement. Bon, il commence un peu à pleuvoir, c'est ma première pluie du voyage, donc voilà, je la fête un petit peu. Ça va pas empêcher d'aller me faire une pizza 4 fromages dans un restaurant italien un peu planqué de la banlieue de Kyoto. Je sais pas si le restaurant est toujours là, mais c'était tenu par un vieux japonais qui était assez cool, qui faisait la cuisine, la caisse et tout, c'était vraiment trop bien. Et donc ça, c'est la seule fois du voyage que je vais manger du fromage. Et ça va me coûter cher parce que je crois que la pizza m'a coûté... Là par contre elle m'a coûté 2500 yens, un truc comme ça. Donc beaucoup quoi, beaucoup pour une pizza 4 fromages. Du coup j'ai envie de pizza 4 fromages là maintenant et je sais que c'est un peu maudit. Donc mais je pense que je vais me le faire après l'enregistrement. Après l'enregistrement, direction pizza 4 fromages. Journée suivante, là vous voyez Euphonium, car nous sommes à Uji, qui est une ville qui est dans le sud de Kyoto. C'est là où sont les locaux de Kyoto Animation, c'est là où se déroule Euphonium. C'est une ville qui a une histoire incroyable parce que c'est là où il y a un gigantesque temple bouddhiste, un des principaux du Japon. C'est là aussi où on trouve une grande culture du thé vert, parce que la culture du thé vert serait née à Uji, entre guillemets, donc la ville met beaucoup l'accent là-dessus. Mais moi, ce qui m'a intéressé en premier, c'est monter une colline, la monter au fur et à mesure. Regardez ce petit abri. Pourquoi j'ai monté cette colline? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Euphonium? Mais oui, bien sûr. Bah oui, après, voilà, comme j'ai dit, je suis fan de Euphonium, donc c'était une journée un peu pèlerinage à Uji pour voir un petit peu les différents lieux de Euphonium. Donc déjà évidemment l'observatoire où Reina et Kumiko les bébous, cet arbre avec ses petits signaux Shinto dessus. J'étais content, c'est comme dans les animés finalement. Phrase débile, il m'a fallu qu'1 heure de vidéo pour la dire. Un petit tori, etc., etc. Le fleuve. Alors je suis pas trop allé dans le quartier historique d'Uji finalement, le quartier avec le temple bouddhiste, avec toutes ces choses là. Finalement je suis resté un peu sur le fleuve, je suis resté devant cette belle statue de Beni Hime, je crois. Bon, il y aura une correction quelque part. Oui, coucou, c'est le hameau du montage. C'est la poétesse Murasaki Shikibu, écrivaine mythique du Xe siècle, connue pour le dit du Genji et pour son journal, qui est une des plus vieilles autobiographies japonaises. Elle apparaît aussi dans Fate Grand Order, dans un design que j'ai toujours trouvé un peu bof, mais j'aime pas trop son character designer. Et j'ai dit Beni Hime, c'est un nom qui est vraiment sorti de nulle part, parce que c'est le nom de l'épée de Urara dans Bleach. Donc j'ai vraiment dit un nom au hasard. Allez, retour au vlog. Cette photo d'un banc qui regarde le fleuve. Bon, certaines personnes qui regardent cette vidéo ne savent pas à quel point ce banc est important, mais ceux qui savent. Kumiko, une petite Kumiko qui court. C'est cool parce qu'il y avait pas mal de petites statues comme ça avec les personnages de Euphonium ou des personnages de Kyoto Animation. Et par exemple une Toru de Mrs Kobayashi. Enfin, c'était assez fun. Donc voilà, moi j'étais bien chez moi. Et donc oui, toujours en évoquant Kyoto Animation, j'ai quand même passé devant le siège du studio, qui était fermé très logiquement. Pareil pour la boutique d'ailleurs. Il y a la boutique Kyoto Animation qui était fermée encore aussi à ce moment-là. Cet amas de bouteilles d'eau. Normalement, c'est censé éloigner les chats. Mais je sais pas si c'est vraiment efficace, ça éloigne les chats et les cerfs, il paraît, bon voilà. Donc après on quitte Uji, donc me voilà dans le centre-ville de Kyoto, j'aime beaucoup ce vieux bâtiment, il est assez stylé. Après je me balade dans les petites rues de Kyoto, voilà, petites rues. J'arrive à l'Animate de Kyoto, qui est dans un quartier un petit peu spécialisé, où sont centralisés tous les trucs un peu otaku, l'Animate, le Melon Books, le Toranohana, la Shinban, tout ça. Là c'était en hommage à l'anniversaire d'une des héroïnes de Gochumon Usagi Desuka. Donc voilà, les employés d'Animate sont déter. Ils sont déter parce que chaque jour, ils changent l'hôtel pour mettre un anniversaire différent à l'honneur. Donc voilà, félicitations. Et puis c'est donc là-dessus que je vais finir mon samedi. Parce que moi je vais tomber un peu malade, donc bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais tout va bien, le dimanche, je vais me lever, je vais être pimpant. L'objectif du dimanche pour moi, c'est des trucs un peu plus culturels, c'est le pavillon d'or, le pavillon d'argent. Donc je vais direction une des stations de métro
de Kyoto en me disant bah de cette station de métro je vais pouvoir aller marcher jusqu'au pavillon d'argent et voir 2 ou 3 parcs sur le chemin et tout, ça va être plutôt sympa et tout. Le plan était bien huilé, sauf que je me suis rendu compte que sur le chemin il y avait un petit truc nommé le Kyoto International Manga Anime Fair, qui est une des principales conventions japonaises, un des principaux salons japonais. Je tombe dessus complètement par hasard, donc je me dis bon bah allez, je vois les gens faire la queue, je vois des otaku faire la queue, je vois des affiches et tout, je me dis bon allez pourquoi pas finalement. D'autant que, truc de fou, si on présente son passeport et qu'on montre qu'on est étranger, le prix d'accès était moins cher. Et 10 ans avant, c'était même gratuit pour les étrangers, donc vraiment super cool. Mais du coup non bah en fait c'est un festival où là c'est une belle statuette de Miku. Là c'est le stand, je crois que c'est Aniplex parce que c'est Danmachi et Snafu qui sont mis en avant. Le stand de Shaft par exemple. Un DJ déguisé en Jotaro qui faisait des super remixes de différents thèmes du Shonen Jump. Voilà, Goodsma et compagnie qui forcément avaient un large choix de Nendoroid. C'est une petite Itacha Estia de Danmachi bien évidemment. Alors cet espace nourriture, ou alors j'ai découvert plus tard qu'il y avait du coup du Niji Senji, parce que le VTubing commençait un peu à prendre son envol à ce moment-là. Donc c'était des boissons thématisées selon des héroïnes de la première génération Niji Senji. Donc là je reconnais Kaede et Onma je crois. Et puis par exemple il y avait aussi des défilés cosplay, des concours cosplay, etc., avec des petites chorégraphies, des danses. C'était assez stylé, c'était assez cool, vraiment j'ai passé un bon moment. Mais bon, après tout ça, je veux quand même aller au pavillon d'argent. Le pavillon d'or, je sais que c'est mort. J'irai jamais voir le précipice de la mort. Mais du coup, je fais ma petite marche. J'arrive sur le chemin des philosophes. Le ciel devient gris et un peu menaçant. Aïe aïe aïe. Teaser. Donc je continue le chemin. Le coin est vraiment sympa à parcourir, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt cool. Et du coup, j'arrive au pavillon d'argent. Là, pareil, j'ai pas énormément de photos qui vont rendre hommage vraiment au pavillon d'argent. Déjà parce que je vais y rester que 15 minutes parce qu'il va commencer à pleuvoir. Sa mère. C'est vraiment grosse pluie, quoi. Grosse pluie un peu vénère. Donc pas très agréable. Donc là on le voit, on voit bien les petites gouttes qui tombent sur l'étendue d'eau finalement. Donc là voilà des photos un peu diverses et variées du pavillon d'argent. Mais finalement je me rends compte qu'elles sont un peu pourries. Donc vraiment c'est un endroit où j'ai pris mes photos vite fait. J'étais en mode bon, je suis normand donc la pluie, je suis pas forcément effrayé quoi. Je suis pas un chat quoi. Mais bon j'étais quand même un peu découragé à rester plus longtemps. D'autant qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup je vais boire quand même ce Mountain Dew goût raisin. Je la mentionne parce que spécifiquement c'est vraiment la pire boisson que j'ai bu de tout le voyage. Vraiment c'était dégueulasse. Le raisin japonais, s'il y a marqué raisin grape sur le... En fait c'est pas le goût du raisin français. C'est un raisin qui est très différent, qui a un goût radical, qui est un peu plus amer, vraiment qui est beaucoup moins bon. Donc vraiment évitez tout ce qui est au raisin. Ou alors je dis éviter mais testez. Tester, mais sachez que ça va être vraiment très très bizarre. Donc voilà, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. On voit derrière une petite figurine Symphogear que j'ai acheté, une petite Nendoroid Symphogear que j'ai acheté et qui est jamais sortie de sa boîte, je crois encore à l'actuel. Elle est toujours dans sa boîte depuis 5 ans, mais en même temps j'ai déménagé entre temps, donc la flemme quoi. Le lendemain, on est lundi 23. Normalement, dernière journée à Kyoto normalement. Et bah finalement je vais prendre le train pour aller à Tokyo. Pour un aller-retour. Je vais faire l'aller-retour Kyoto-Tokyo dans la journée. Pourquoi ? Pour me rendre direction Lotus City Industrial Plaza et assister au Puniket Super Heroine Time, qui est tout simplement un salon, un festival de doujinshi, de fanzine à l'ancienne. J'ai pas pris beaucoup de photos de l'intérieur, j'en ai qu'une seule. La voici, la voilà. En gros, l'idée c'est qu'il y avait différentes sections de cette convention dédiées à différentes séries. Donc par exemple, les artistes Symphogear étaient dans la zone Symphogear où il y avait une centaine d'artistes. Il y avait une zone Eurocamp, une zone Umamusume, une zone Idol Master, une zone Suzumi Harui où il y avait 2 stands. Enfin, vraiment c'était assez large, c'était très otaku évidemment, mais du coup c'était l'occasion de rencontrer plein d'artistes japonais divers et variés. Après ça j'ai mangé avec des potes à Jonathan's, les diners japonais qu'on voit pareil dans les animés. Du coup voilà, c'est souvent des prix un peu excessifs pour de la bouffe de qualité médiocre, servi à des quantités un peu faiblardes. Donc voilà, ça c'est un hamburger avec du poulet je crois. Je sais pas comment j'ai réussi à me débrouiller pour avoir à la fois du bœuf et du poulet dans la même assiette. Ça me paraît un peu péché dit comme ça. Et il y avait deux pommes de terre qui se battaient en duel. C'est pratique les diners comme ça quand t'as la flemme de vraiment chercher un truc plus important pour manger. En plus, t'as une petite sonnette pour appeler le serveur. T'as un gros menu avec plein d'illustrations que tu peux pointer du doigt et tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément là que vous ferez les meilleures expériences culinatives japonaises. Mais j'avoue avoir un peu apprécié les différents diners que j'ai pu faire au fur et à mesure de mes journées. Premier passage dans un book-off, donc regardez-moi tous ces beaux mangas d'occasion.
tous ces tomes de Vagabond par exemple en japonais, ça vous plaît, avec Billy Bat entre autres, enfin, pas mal de choses quoi, Billy Bat qui peut te battre finalement. Donc voilà un petit peu pour cette dernière journée à Kyoto que j'ai finalement passé à Tokyo, puisque le soir je suis rentré à Kyoto tout simplement et j'avais les cuisses en flammes, mais bon c'est pas grave, tout va bien, ça c'est... Pourquoi je vous raconte ça? La quatrième partie, Kanazawa. Kanazawa qui est une ville qui est sur la mer du Japon, qui est un peu au nord, qui est assez chouette. Je voulais y aller pour deux raisons. Déjà, je voulais tester une ville qui soit pas une des trois grandes touristiques. Je voulais un peu faire mon hipster. Finalement, Kanazawa est une ville quand même assez touristique. Mais c'est pas grave, j'ai pu faire mon hipster. Et surtout, je voulais voir un truc très particulier à Kanazawa. Donc forcément, je vais vous présenter le moment venu. Déjà, la gare de Kanazawa, elle est stylée, sa mère. Encore une fois, elle est méga cool. Elle a un design de fou. Elle est méga cool. On la voit dans Insomniac. Vraiment top, top, top. Donc voilà, la gare de Kanazawa. Top. Cette affiche de japonaises qui font un câlin à Elmo et à Cookie Monster. Voilà, ça c'est le Cookie Monster. Donc voilà, je voulais vous en parler évidemment. Ma journée du mardi va pas être incroyable parce qu'après j'ai surtout marché pour rejoindre un book-off en banlieue de Kanazawa. J'avais pas trop quoi faire parce qu'en fait il pluviotait, j'avais ma valise, etc. etc. C'est une journée que j'ai un peu passée à rien faire de très intéressant. Ça arrive. C'est ça les joies du voyage finalement. Donc voilà un book-off. Voilà plein de mangas d'occasion dans un book-off. Voilà. Puis il commence vraiment à bien pleuvoir et à bien crasser. C'est du crachin un peu vraiment typique ville maritime. Encore une fois, la Normandie, je connais. Donc voilà un petit peu une jolie maison dans Kanazawa. Mais voilà le maximum que je peux vous dire. Je vais boire du Coca Plus, qui est du coca qui est censé être bon pour la digestion. Enfin qui est censé bien vous faire caca. Donc... Est-ce que je n'ai pas particulièrement mieux fait caca après ce Coca Plus? Mais voilà, c'est là, c'est important de le savoir. Le lendemain est quand même beaucoup plus intéressant. Donc après, nous sommes là le mercredi 25. Et je me rends direction le Kenrokuen, le second plus grand jardin japonais. Donc on a déjà vu le Korakuen à Okayama. Donc voilà, le Kenrokuen qui est encore mieux que le Korakuen. Encore une fois... Les photos rendent pas forcément justice, mais c'est plus grand qu'à Okayama. Il y a encore plus de variété en termes d'ambiance. Il y a plein de coins d'ombre. Il y a plein de choses à voir. Il y a de l'eau. Il y a de la végétation. Il y a un petit parasol en pierre. Il y a la fontaine la plus vieille de l'histoire du Japon. C'est trop bien. Celui-là, je l'ai gardé aussi parce que pareil, ça c'est... Pourquoi ça sort pas chez nous ça? C'est de l'ice tea à la pomme et c'est méga super bien. C'est le meilleur de l'ice tea avec le meilleur du jus de pomme. Donc franchement, écoutez, moi j'étais totalement vibe. Donc après le Kenrokuen, alors j'ai l'impression de le quitter très vite, mais déjà le Kenrokuen, je vous le recommande extrêmement fort. C'est super méga bien. Après, je me rends en direction le musée d'art contemporain de Kanazawa qui est juste à côté. J'avais prévu de le visiter, mais en fait, il y avait une queue assez importante. Donc, j'ai eu la méga flemme. Donc, à la place, je me balade un peu dans Kanazawa. Je vais direction l'ouest pour me rendre déjà... Déjà il y a ce petit canal qui est trop joli. Puis là en fait je me suis rendu compte que les Japonais ont réglé le problème pain au chocolat ou chocolatine. Parce qu'ils appellent ça du chocolate tout simplement. Voilà, c'est un pain au chocolat qui s'appelle chocolate. Voilà, c'est réglé. Je l'ai acheté pour le fun, c'était bon. Donc là en fait je me suis rendu à cet endroit qui s'appelle le Nishi Shayagai, qui est le quartier traditionnel avec des geishas, etc., etc. Mais bon, je m'y suis rendu à 16h30. Et à 16h30, tout est déjà fermé parce que ce que vous devez aussi savoir, si vous n'êtes jamais allé au Japon, c'est que tout ce qui est touristique ferme à partir de 17h. Donc vous avez vraiment intérêt à bien rentabiliser vos journées parce que plus rien n'est ouvert passé un certain point. Donc moi, je suis arrivé au quartier traditionnel au moment où tout était déjà fermé. Donc autant vous dire que le fun était méga total. Je me retourne dans le centre-ville de Kanazawa. Je passe devant ce bar qui s'appelle le Jojo's avec le logo de Jojo dedans. Est-ce qu'il s'est pris un procès entre temps? Nul ne le sait. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'à côté, j'ai cru qu'il s'appelait le nul, mais en fait, non, c'est le nuts, donc voilà, c'est pas grave. J'ai croisé un croisement où on a un Lawson en face d'un 7-Eleven, en face d'un Family Mart. Donc voilà, c'est le croisement maudit où on a les trois combinés ensemble. En fait, après, je suis retourné au Kenrokuen tout simplement, parce que le Kenrokuen, ton billet d'entrée vaut toute la journée, donc tu peux ressortir et le remontrer à l'entrée derrière, pas de problème. Donc du coup, bah voilà, le Kenrokuen aux plus belles heures de la journée, un petit peu crépuscule, un petit corbeau qui est là, qui a pas eu peur de moi, qui s'est mis pas loin de moi. Ce petit là, ça a été mon fond d'écran au taf pendant 4 ans, mais en même temps, joli plan. Donc non, le Kenrokuen, super bien. Donc là, j'en sors le cœur lourd parce qu'en fait, moi, j'y suis resté jusqu'à la fermeture. J'y suis resté jusqu'à ce qu'on m'en sorte quasiment, jusqu'à 18h, 19h. Donc
Donc après, bah voilà, je quitte le Kenroku-en. Mais juste derrière mon hôtel, il y avait le marché, le marché aux poissons de Kanazawa qui, paraît-il, est super bien si vous aimez acheter du poisson frais. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Ensuite, bah du coup, c'est la dernière journée à Kanazawa. Et du coup, bah, je vais surtout aller prendre mon train vers Tokyo. Vers Tokyo pour la fin du voyage. Je passe juste avant devant ce beau plan en marbre de la ville. Et je trouve ça assez stylé. Ça, franchement, c'est un truc méga cool. Il en faut pour plus de villes en règle générale. Juste avant, je vais dans la gare me faire mon premier Gogo Curry. Et c'est l'occasion de vous dire à quel point je suis désormais un méga fan de Gogo Curry. Je suis fou de Gogo Curry. C'est la meilleure franchise de restaurant du Japon. C'est des currys méga bons, méga chargés. Tu manges bien, tu manges beaucoup de bons poulets et de bons riz et de bons curry pour un prix pas trop cher. C'est méga bien, Gogo Curry. Il en faut plus dans ma vie. Pourquoi on n'en a pas en France? Pourquoi il faut prendre l'Eurostar pour aller manger un Gogo Curry en Europe? C'est plusieurs fois qu'ils tiennent des stands à Japan Expo en mode on cherche des partenaires commerciaux. Donc vraiment le jour où on a un Gogo Curry en France, bah moi, voilà quoi. Moi je... je donnerai tout. Ensuite, bah, regardez-moi cette belle l'arche de la gare de Kanazawa, une belle maquette, quoi, vraiment cool. Encore une fois, c'est stylé. Cette petite boisson, ce petit jus détective Conan, c'était pas trop mal. C'était à la gloire du film qui venait de sortir à ce moment-là. Je sais pas Scarlet Bullet, c'est celui d'avant, je crois, mais je suis pas sûr de ce que je raconte. Finalement, donc oui, Tokyo 2, c'est Tokyo 2, c'est même marqué dessus. C'est la suite, Tokyo contre-attaque. Donc là, c'est une semaine entière quasiment à Tokyo, ouais. Et c'est un peu la one again. J'avoue que Tokyo, j'ai un peu sous-estimé à quel point déjà c'est grand. Parce qu'effectivement, alerte spoiler, Tokyo, c'est très grand. Donc ouais, vraiment là, c'est une ville que tu parcours pas forcément à pied. Ou alors, il faut vraiment être préparé, ou vraiment faut faire des trajets randonnés très très précis. Et je pense que c'est ce que je vais prévoir de faire si j'y retourne. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de choses à faire à Tokyo. Et j'ai pas forcément autant préparé. Donc en fait, il y a eu beaucoup de jours où j'ai improvisé mes journées. Ce qui à Tokyo n'est pas une très très bonne idée, parce que c'est facile de juste se perdre et de rien faire. Donc voilà. Déjà, j'arrive. Déjà, je prends une photo. Je prends une photo de Tokyo, voilà, c'est une photo de Tokyo. Mais mon objectif, déjà, donc, Asakusa la nuit, parce que mon hôtel à nouveau était à Asakusa, et c'était une affaire, hein. C'est un hôtel qui s'appelait l'Onyado Nono Asakusa Natural Hot Spring, qui est dans Asakusa, qui est vraiment au centre du quartier, et qui est un quartier 4 étoiles, qui venait tout juste d'ouvrir, donc en fait, ils étaient en train de mettre des prix vraiment pas chers, pour essayer d'attirer des bêta-testeurs, non pardon, des clients. Donc franchement, c'est un hôtel où j'ai eu des nuits à 50 balles, vraiment à 50 € la nuit. Aujourd'hui, j'ai regardé sur booking.com, c'est 240 € la nuit pour le même hôtel, pour la même chambre, une personne. Donc vraiment, c'est plus les mêmes prix du tout. C'est dommage parce que c'est un hôtel qui est super bien. Mais en même temps, oui, le niveau de luxe auquel je m'étais habitué dans cet hôtel-là était vraiment trop élevé. C'est un hôtel qui avait même un onsen dans son sous-sol qui était ouvert jusqu'à 4 h du matin. Donc honnêtement, j'y ai fait des rencontres. J'ai croisé des rugbyman samoans à 1 h du matin. Tout nu avec des rugbyman samoans à 1 h du matin. Franchement, c'est une expérience que je vous recommande. Mais voilà, donc du coup, Asakusa la nuit déjà, donc il y avait un peu moins de monde et déjà ça permet des photos aussi un peu stylées, donc n'hésitez pas, Asakusa, allez-y en dehors des heures de pointe. Mais mon objectif cette fois-ci, c'est encore une fois la Skytree, mais cette fois-ci de la monter. Et bah du coup, je suis allé en haut de la Skytree. Alors c'est cher, hein. C'est cher de monter tout en haut de la Skytree. Est-ce que je le recommande vraiment ? Moi j'ai adoré, mais c'est parce que j'y suis allé de nuit, donc j'avais un super beau panorama urbain nocturne de Tokyo qui m'a un peu époustouflé. Là, il est en photo, mais il est un peu dégueulasse en photo, quoi. En vrai, tu le vois à 360 degrés, t'es happé par le truc, c'est incroyable. Moi, j'adore ça, j'adore ce genre de paysage-là. Je veux pas penser à le faire en journée. D'ailleurs, si tu le fais en journée et que c'est un peu nuageux, bah tu l'as dans l'os parce que tu vois absolument rien. Donc il faut y aller quand il y a une bonne météo. Mais les vrais vous diront que de toute façon, faut aller au siège de la métropole de Tokyo, où là, tu peux monter facilement en haut du bâtiment gratuitement et t'as une vue tout aussi cool, mais gratuitement. Alors que le Skytree, bon bah tu vends un demi-rein, quoi. Donc bon, voilà, c'est un plaisir un peu luxueux, quand même, on va pas se mentir, mais le voilà. Donc voilà un petit peu, moi en tout cas, ça m'a ému, c'est une vue qui m'a ému. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché une petite larme là tout en haut du truc en mode putain, c'est grand Tokyo, c'est beau quoi, c'est un peu fort. Là, comme j'ai fait mon oui, bon, j'ai pris une photo très mal réglée, très mal mise au point de Hibiki de Symphogear devant le panorama de Tokyo, donc voilà, j'ai fait mon oui. Il y avait un événement Tokyo Paris tout en haut, donc voilà, j'aurais pu essayer de dire bah moi je connais Paris, donc voilà, entre Paris et Tokyo et Paris et Tokyo finalement, comme diraient les meilleurs endings d'animé des années 2000 finalement. En bas du Skytree, il y avait une boutique Shonen Jump où il y avait le seul goodies Jujutsu Kaisen à l'époque qu'il y avait, c'était ça, c'était un clair-fil. C'était le seul goodies qu'il y avait, même Demon Slayer, il n'y avait pas encore trop de goodies à ce moment-là, donc autant vous dire qu'on était vraiment dans une période très étrange. On était
vraiment en septembre 2019, donc c'est cool. Il y avait quand même cette jolie Nendoroid Neverland aussi, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo en particulier, mais voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de goodies sous Kaizen, j'imagine. Rilakkuma qui essaie de faire peur, donc voilà, c'est un peu le fil rouge de cette vidéo. Rilakkuma, mais évidemment, qui peut résister à Rilakkuma? Pas moi en tout cas. Asakusa, toujours la nuit, voilà, le temple de nuit, il est plutôt sympa, il est plutôt ok. Alors le lendemain, déjà, en fait, juste voir cette vidéo me met dans un état d'euphorie totale, parce que c'est un coiffeur qui s'appelle Jouir, et c'est cocasse. C'est cocasse, j'ai 3 ans d'âge mental toujours, ça me fait plaisir. Non, le vendredi, je disais que j'ai un peu fait en sorte d'improviser à Tokyo, mais pas tout, parce que le vendredi je pouvais pas improviser ma visite du jour qui était dans la ville de Mitaka, dans l'ouest de Tokyo, pour un petit musée qui s'appelle le musée Ghibli tout simplement. Alors le musée Ghibli, pour avoir des places, c'est la croix et la bannière, faut se connecter un mois en avance sur le site internet vers 3h, 4h du matin pour essayer de choper des places sur un site japonais codé avec le cul qui fonctionne un jour sur 2 et qui du coup bah moi j'étais deg parce que j'étais resté debout jusqu'à 3h du matin pour l'ouverture des tickets pour le jour où je voulais aller et bah non, le site il marchait plus, donc j'étais en mode bon bah du coup je vais me coucher à 4h du matin sans ticket Ghibli. Du coup je me réveille à 12h à midi en mode bon peut-être qu'avec un peu de chance le site marche toujours, et oui heureusement le site marchait toujours et il restait 3 places et demie pour le musée Ghibli parce que vous devez prendre des places pour des créneaux bien précis. Donc moi c'était le vendredi 27 à 16h, le dernier créneau de la journée. Donc les photos sont interdites dans Ghibli et là j'ai pas fait le kéké, j'ai pas forcément pris de photos, à part dans les zones en extérieur où on pouvait prendre 2-3 photos. Je vous recommande évidemment le musée Ghibli. Alors ma petite surprise c'est que c'est pas tant prévu que ça pour les étrangers, parce que tout est vraiment en full japonais et c'est rarement sous-titré en anglais. Donc voilà, par exemple j'ai vu le court-métrage, j'ai vu un des courts-métrages de Miyazaki, j'ai vu le jour où une étoile a été enlevée, quelque chose comme ça, c'était absolument pas sous-titré, donc j'ai rien compris à l'intrigue. Bon voilà, ça fait partie du jeu finalement, mais en vrai voilà, si vous êtes fan de l'univers de Ghibli, ça reste quand même cool parce que déjà le lieu est vraiment incroyable, le concept de créneau fait que bah, c'est pas rempli de monde, parce que bah, justement ces systèmes de créneaux font que ça limite le nombre de gens qui sont à l'intérieur du musée. Donc c'est assez chouette, c'est assez cool de parcourir le musée de salle en salle, divers et variés. Donc franchement, je vous le recommande quand même. Ça demande des efforts quand même de prendre des places, mais les places en elles-mêmes sont pas très très chères. Donc voilà, c'est assez cool. Puis voilà, vous pouvez voir la grandeur nature du robot du château dans le ciel. Et ça quand même, ça vaut le coup. Ça quand même, ça fait plaisir. Bon, puis il y avait des petits cafés, tout et tout. Je crois que j'avais pris une petite glace à ce moment-là. Donc voilà, j'ai donné de l'argent. J'ai donné de l'argent à Ghibli pour qu'il finance le garçon et le héron. Mon argent n'aura pas été en vain. Donc voilà, joli petit robinet, des petits chats qui vous regardent, et puis le beau... Vous pouvez vous y rendre à pied depuis la gare de Mitaka, le chemin est assez bien balisé, et en plus c'est assez joli. Mitaka est une ville qui est pas trop moche. Donc voilà. Après, je suis de retour à Asakusa. Le Donkey Road d'Asakusa, les Donkey Road, c'est des magasins qui vendent littéralement tout. J'y suis allé pour m'acheter une valise, parce que j'avais besoin d'une seconde valise parce que j'avais acheté plein de trucs au taku. Donc moi j'ai utilisé la stratégie je suis arrivé avec une seule valise, donc j'ai pas payé de supplément à l'aller, mais j'ai acheté une seconde valise sur place. Asakusa, le Donkey Road du coup qui est assez vénère. Le lendemain, le samedi 28, je sais pas trop ce que je veux faire, donc je me dis bon bah je vais aller à Shibuya. Shibuya, un samedi, c'est pas une bonne idée. Là vous avez le 109 Shibuya, voilà. Voilà, Shibuya le samedi c'est plein de monde, plein de bruit. Moi j'aime pas le monde, j'aime pas le bruit, donc j'étais pas à ma place. Mais j'ai pu, alors il y a une petite boutique de maquillage, de soins, de parfums, etc. qui mettait en avant Doremi, c'était assez fun. Mais moi ce que je voulais, voilà, c'est Mandarake. Alors Mandarake c'est pas ça. On va rester juste sur Mandarake. J'ai pris une seule photo du Mandarake de Shibuya. Les Mandarake c'est des grosses boutiques d'occasion, pareil comme les Hashinban, mais c'est vraiment méga plein. C'est-à-dire chaque étagère est remplie de 3 milliards de trucs. Ça fait ces DVD Blu-ray là, vous avez sous les yeux des vieux DVD d'occasion, dont un Denoukoil à 22 000 yens, pourquoi pas, petite intégrale comme ça, un petit air des cristaux aussi, truc à faire. Alors, on est vraiment dans des choix très otaku. On est que dans des séries qui sont jamais sorties en France, hein. Peut-être Drifters, mais j'ai un doute. Est-ce qu'on a eu des éditions physiques de Drifters? Ça serait possible, mais je suis pas certain. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que bah ouais, finalement, j'ai passé 3 heures dans le Mandarake de Shibuya, juste parcourir les artbooks, les fanzines, les DVD, les figurines, les jouets. Il y a parfois une collection de très vieux jouets aussi. Enfin, si vous êtes fan de trucs de collection, enfin les Mandarake, je pense que vous le savez déjà, mais c'est des indispensables. Il y en a une dizaine à Tokyo.
Mais j'ai pu faire celui de Shibuya, il y en a deux autres que je vais évoquer un peu plus tard. Mais ouais, les mandarakes c'est incroyable si vous êtes un petit peu otaku, hein, parce que vous allez y trouver des trucs méga pointus à des prix relativement encore abordables, même si je pense que là maintenant ils sont en mode il n'y a plus que des touristes qui y vont, donc on va commencer à chercher les prix. Je pense que c'est ça maintenant où ils y sont. Donc ensuite j'ai visité le Animate de Shibuya, qui est un des plus gros Animates du Japon. Là vous avez un bel espace Neverland avec les derniers tomes en date et l'artbook de l'autrice, un artbook assez incroyable que je vous conseille, plus que la saison 2. Encore une fois des photos de Shibuya diverses et variées, mais ensuite j'ai surtout rejoint des potes à Ikebukuro, au gros quartier. Là pareil, plein de monde le samedi, mais je vais direction un petit restaurant qui s'appelle le Milky Way Café pour me faire un petit parfait des familles. J'ai pris celui thématisé, alors je crois que c'était Capricorne ou... Je crois qu'il y a, ouais, ou Sagittaire, je sais plus. En tout cas, ouais, en fait, c'est 12 parfaits thématisés selon les signes du zodiaque. C'était bon, hein, c'était bon. C'était un peu chéros. C'était un peu parfait d'Instagrammeur. Mais en fait, je le comprends pourquoi tous les persos d'Instagrammeurs dans les animés, ils prennent des photos de leur plats, etc., etc. Parce qu'effectivement, ouais, c'est un peu stylé. Donc après Ikebukuro, on prend la Yamanote, direction Harajuku. Où là, pareil, alors là c'était vraiment un accompagnement. Parce que Harajuku, c'est pas un quartier qui m'intéresse. Je suis pas culture kawaii. Déjà parce que vous voyez vers mon modèle 3D, il n'est pas très très kawaii. Il est mignon, mais il n'est pas kawaii. Mais ouais, je me disais Harajuku, ça serait noir de monde, etc. Et effectivement, hein, comme le prouve la photo, même un samedi à 18 h, c'est pété de monde. Il y a énormément de gens. Mais bon, voilà, c'était Harajuku, je l'ai fait. Je suis juste allé visiter 2-3 boutiques de vêtements avec mes amis, mais j'ai pas forcément fait les trucs bizarres et chelous d'Harajuku. C'est peut-être un quartier que j'essaierai de redécouvrir sous un autre angle, de manière diverse et variée. Mais c'est pas ma culture, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'étais content quand même de l'avoir vu. Mais voilà, encore une fois, masse de monde. Donc vous attendez pas à un passage à Harajuku super cool. Même si, encore une fois, Harajuku c'est comme Fushiminari, c'est un peu trompeur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde sur l'artère principale. Mais dès que vous prenez une des rues adjacentes, c'est déjà un peu plus tranquille. Donc rassurez-vous là-dessus. C'est pas mal. Après, on est sur la Yamanote, donc à côté il y a quoi? Il y a Akihabara. Donc mon premier passage à Akihabara, c'est le premier d'une longue série évidemment. Donc ça c'est évidemment les Gachapon qui vous accueillent, évidemment Love Live partout, parce que Love Live évidemment c'est l'ADN d'Akihabara. La première saison, je rappelle, se déroule à Akihabara. Là voilà un des premiers petit décor d'Akihabara avec... Ouais, alors évidemment on voit que c'est 2019 parce qu'il y a ces grands bâtiments Sega qui n'existent plus trop aujourd'hui. Akihabara c'est un quartier qui évolue toujours très vite en permanence. Donc déjà il ressemblait pas à ça en 2014, il ressemblait pas à ça en 2007. Là en 2024 je sais même pas si quand je vais retourner à Akihabara, je sais pas comment je vais le retrouver. Je sais pas s'il va être pareil que comme ça. C'est vraiment un quartier un peu particulier. On va faire plein de boutiques. Petite boutique et des goodies Eurocamp tout mignon. Là, après, on va me ramener dans un magasin, dans un restaurant de sushi qui s'appelle Ginzo et qui était pas mal du tout. Les sushis, moi, c'est vraiment pas ma cam parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais les poissons, j'aime pas du tout. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé ce restaurant. C'est vrai que, en fait, c'est terrible à dire, mais en fait, les sushis, je découvrais ça via les restaurants français de sushis, les Sushi Planet, etc., qui sont pas oufissimes en vrai. Et là, effectivement, tu vas au Japon, tu manges un restaurant. Tu vas dans le premier restaurant de sushi, je sais pas, je pense pas que ce soit un des meilleurs du monde, etc., etc. Je pense que c'est un truc un peu attrape-touriste, etc., etc., on va pas se mentir. Mais c'était quand même bien meilleur que ce que j'ai pu manger avant. Donc voilà un petit peu pour le point sushi. Ensuite, on est le samedi 28, donc c'est la diffusion du dernier épisode de Symphogear que je vois en direct à minuit 30 sur Tokyo MX. Beaucoup d'émotions, j'ai rien compris parce qu'il n'y avait pas les sous-titres forcément. Donc forcément après, j'ai dû attendre 1 heure qu'ils sortent sur Crunchyroll et lire les sous-titres juste derrière. Mais en tout cas voilà, c'était la fin de Symphogear, je l'ai vécu en direct. Et pour un méga fan comme moi, c'était cool. Que devient Symphogear Next? Je veux des nouvelles SVP. Le dimanche, c'est une journée beaucoup plus tranquille parce qu'en fait, je vais la passer à visiter la part d'un pote qui vit dans l'ouest. Donc là, je vais vraiment découvrir la banlieue ouest lointaine de Tokyo, là où ne vont jamais les touristes, à Kumagawa pour être tout à fait exact. Je vais m'amener dans un restaurant local qui s'appelle le Demon Dinner. C'est la première fois, ou la seule fois où je voyais un burger avec des petites patates par-dessus. C'était un peu stylé, j'ai bien aimé, c'était assez cool. Mais après voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai juste visité son appart, on a passé une journée ensemble, c'était fun, c'était rigolo, c'était sympa. Mais surtout, sur le chemin, je vais aller à ce qui s'appelle Nakano Broadway. Par contre, je vais y arriver assez tard, je vais y arriver à 19 h. Donc tout va commencer déjà un peu à fermer à ce moment-là, donc c'est un peu triste. Nakano Broadway, c'est super bien si vous êtes encore une fois méga fan de trucs otaku, de collections, etc., etc. parce que c'est une vingtaine de boutiques d'occasion, la moitié sont des mandarakes
thématique, là par exemple, celui que vous avez sous les yeux, c'est celui qui est thématisé vieux jouet des années 60, 70, 80. Il y a un Tetsuji, j'allais dire c'est un Tetsuji de 28, pas du tout, mais c'est un vieux robot de cette période-là par exemple. Mais voilà, il y a plein de thématiques. Il y avait une boutique spécialisée vieux magazine, une spécialisée artbook, une spécialisée partition de musique, de vinyle, etc. etc. Donc vraiment, c'est vraiment super bien. Par contre, c'est pas comme moi, il n'y arrivait pas un dimanche à 19h, parce qu'encore une fois, la moitié était fermée. Après, c'était très calme, très calme, au point où effectivement, il y avait des zones qui étaient un petit peu, voilà, un petit peu zone fantôme. C'est-à-dire, t'arrivais un peu dans des zones un peu, voilà, liminal space, quoi. On n'appelait pas ça encore comme ça à l'époque, mais voilà, il y avait une petite ambiance un peu particulière. Puis juste avant, effectivement, je vous ai montré des beaux artbooks Euphonium. Je vais pas forcément zoomer sur les prix, quoique si, je pourrais le faire. 12 000 yens 12 000 yens, c'est une bonne collection de keyframes d'animation. Aïe aïe aïe, c'était très cher, j'étais un peu deg, j'étais en mode du coup voilà, j'ai toujours pas d'artbook lié à Kyoto Animation dans ma vie parce que effectivement ça coûte cher. Le lendemain, on reste dans les liminal space un peu. Lundi, vraiment je fais mon gros glandeur parce que je me lève à 13h30. Waouh. C'est-à-dire vraiment je fais une nuit de 12 heures, un truc comme ça, vraiment un peu ouf. Donc vraiment je me réveille, il est 13h à 13h30, donc vraiment déjà journée bien entamée. Donc je me dis bah je vais aller à la gare de Tokyo et aller au jardin impérial. Voilà, bon, au jardin impérial, il est super bien. Voilà, ça c'est Tokyo Station en sous-sol, où il n'y a personne dedans, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où. C'est l'effet 13h, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, espace vide, où normalement il y a 4 milliards de personnes. Voilà, le Tokyo Station de l'extérieur, on la voit pas très bien, c'est vrai que j'aurais dû prendre une meilleure photo. Le Tokyo Station qui est un super bâtiment, regardez-moi ça. Donc ouais, effectivement, la Tokyo Station, donc après je marche jusqu'au jardin impérial. Bon, une petite arche, etc. etc. L'extérieur du jardin impérial, puis bon, après j'arrive devant le jardin impérial et je me rends compte qu'il est fermé lundi. J'avais pas forcément checké avant les horaires d'ouverture du jardin impérial. Donc je suis là comme un con à me dire, bon bah du coup, j'ai fait tout le chemin pour rien. C'est pas grave, mais je vais continuer à marcher un petit peu parce qu'après, en fait, je me suis rendu compte que le jardin impérial, il est à 2 km à pied d'Akihabara. Donc en fait, je vais faire le chemin à pied, je vais traverser le quartier de Awachijo. Du coup, je vais me balader dans le quartier d'Awachijo qui est plutôt pas mal en vrai, qui est assez sympathique à parcourir en termes de paysage urbain japonais un peu pété. Regardez-moi ça. On voit un petit toit un peu traditionnel là-bas. Qu'est-ce que ça peut être? Je m'en rapproche. Un petit tori avec extra. Qu'est-ce que c'est? C'est le temple Kenda. C'est le temple Kenda qui est le principal temple d'Akihabara. Et c'est un temple que vous connaissez, bah, encore une fois, si vous avez vu Love Live, tout simplement parce que c'est le temple là où travaillent Nozomi, c'est le temple où vont les héroïnes pour prier ou s'entraîner, etc., etc. Donc voilà, j'étais content d'y être, j'étais en mode waouh, c'est comme dans l'animé, tout et tout, j'étais content. Et en vrai, c'est un temple qui est plutôt sympa, qui est plutôt joli à parcourir, qui a tout cet ensemble de ces petites planches à vœux. J'ai oublié le nom japonais exact. Ces petites planches à vœux, certaines sont thématisées Love Live, etc., etc. Mais voilà, vous pouvez mettre. J'ai jamais fait, j'ai pas posé le moindre vœu au Japon, j'aurais pu le faire, mais. Qu'est-ce que j'avais espéré? Voilà, le temple Kenda qui est vraiment chouette. Donc là, les escaliers où elle s'entraîne dans la série. Wow, incroyable, hein. Petite image, voilà. Le Love Live qui est évidemment bien mis en avant. Il y avait des goodies Love Live vendus sur place, bien évidemment. Les responsables du temple ont bien compris que c'était une manne financière quand même considérable. Peut-être moins en 2019 qu'en 2014. Peut-être encore moins en 2024 qu'en 2019. Mais bon, écoutez, ça a eu son petit succès Love Live quand même. Ensuite, bah du coup, je redescends un petit peu. Donc je tombe sur les fameux cartes un peu nuisants de Tokyo. Et c'est vrai qu'ils font un petit boucan et que les gens sont pas... Alors en tout cas en 2019, voilà ça va, ceux-là ils étaient sages, mais j'en ai vu passer des un petit peu plus... qui donnaient pas une bonne image quoi. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Je vais dans un petit collab café d'ailleurs, qui faisait une petite collab café, des boissons thématisées Symphogear une nouvelle fois. Hein. Donc regardez, on avait différents goûts, on avait... celui d'Ibiki qui était à la mangue, celui de Miku qui était au raisin, voilà, c'était cool moi. Si vous ne connaissez pas Symphogear et que vous me lancez cette vidéo, vous demandez de quoi il parle, bah c'est super bien. Un jour je vous ferai une vidéo de 2 heures dessus, et là je suis sincère. Ça c'est ma photo favorite d'Akihabara. Je trouve que la lumière dessus est super bien. Et ça met bien en avant effectivement le côté un peu otaku du truc, hein, mine de rien. Car un petit peu otaku Akihabara, quartier un peu weeb, hein. Ouais, et donc du coup je vais quand même dans les boutiques d'occasion, regardez-moi c'est Nendoroid Love Live. Puis ensuite je vais surtout passer 2 heures à faire des jeux d'arcade, donc je vais faire pas mal de jeux musicaux. Et le petit jeu d'arcade de Kemono Friends, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur Kemono Friends, sortie il y a 8 mois, j'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. C'est une petite série sympa, rigolote. Taiko no Tatsujin forcément, alors ça c'est un de mes jeux de rythme favoris, donc forcément j'ai pu en faire pas mal, de toute façon qu'il n'y avait jamais beaucoup de monde sur les bornes, donc moi j'ai pu faire des soirées d'1 heure sur Taiko no Tatsujin, à m'humilier un peu, parce que mine de rien je dis que j'adore Taiko no Tatsujin, mais je suis pas très bon à ça, donc bon bah c'est ce qui arrive. Puis là Mario Kart Arcade, j'aurais pu essayer Mario Kart Arcade, mais j'avoue que j'ai jamais été très... J'adore Mario Kart, je suis excellent à Mario Kart 8, mais non, Mario Kart Arcade il m'a jamais donné d'envie. J'ai surtout passé du temps sur un jeu de rythme qui s'appelait Chunin, mais j'ai pas pris de photo de Chunin, donc voilà. Faites confiance. Puis avant de partir, donc là il est 22 h,
Et on est donc le 30 septembre, donc le lendemain c'est le 1er octobre, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui changent, y compris la banderole principale qui est sur le Tokyo Kaikan, qui est un bâtiment que vous connaissez sans doute si vous avez vu Steins Gate. Et là, bah, plus le moment je passe, grosse banderole Symphony Gear, donc écoutez, moi, j'étais ravi. J'ai pas demandé au gars si je pouvais la décrocher et la ramener chez moi, mais je pense que j'aurais pas eu la place. Mardi 1er octobre, déjà on est passé le 1er octobre, il y avait un changement dans les calculs de taxes japonaises à ce moment-là, donc tout coûtait un petit peu plus cher. En fait la TVA locale était plus élevée pour la restauration à partir du 1er octobre, donc à partir de là, tout coûtait quelques yens plus cher. Je vais direction l'île d'Odaiba. L'île d'Odaiba qui est une île artificielle construite entre autres dans les années 50-60, qui au départ ça devait être un lieu résidentiel fort, mais ça n'a pas très bien marché, il y a eu beaucoup de projets immobiliers qui se sont cassés la gueule, et aujourd'hui c'est surtout une île dédiée, on va dire, à l'entertainment, au divertissement. Et je vais vous présenter beaucoup de choses qui, mine de rien, ont déjà disparu, parce que c'est aussi une île qui est en permanente reconstruction. Donc déjà, là, ce qu'on voit là-bas, évidemment, vous l'avez vu, hein, c'est Tokyo Big Sight, vous l'avez vu, évidemment, dans tous les animés avec des otaku, parce que c'est là où se déroule le Comiket, c'est là où vous l'avez vu dans Love Live Nijigasaki, la grande roue d'Odaiba, que vous avez vu dans pas mal d'animés aussi, dans les animés, entre autres avec des... Si des lesbiennes ont des dates, c'est souvent dans cette grande roue, dans les animés, mais bon, aujourd'hui c'est mort, parce que l'amour est mort déjà, il n'y a plus d'amour, c'est fini, l'amour, plus jamais d'amour. On est en 2024, l'amour c'est nul, mais ils ont démonté la grande roue, elle n'existe plus aujourd'hui, parce qu'ils ont... En fait, ils ont démoli tout le quartier pour reconstruire quelque chose dessus, donc aujourd'hui elle n'existe plus cette grande roue, donc voilà, fini. Mais c'est pas grave, parce que pas loin, en bas de cette grande roue, donc il y avait un gros endroit qui s'appelait le Palette Town, qui était un ensemble de centres commerciaux divers et variés, dont un endroit dédié à Toyota, qui pouvait vous présenter plein de voitures diverses et variées, dont la Mirai, qui est une voiture hybride électrique, qui est censée être l'avenir de la marque. Il y avait ce beau compte à rebours pour Tokyo 2020, 329 jours avant Tokyo 2020. S'ils savaient, spoiler alert, ce sera pas dans 329 jours, mais ça on pouvait pas le savoir. Donc avec en plus la mascotte japonaise que j'aime bien. Bon, elle est pas la frige, hein. Elle est bien quand même. Ensuite, bah du coup, j'étais surtout là aussi à Odaiba pour visiter ce qu'on appelle le Team Lab Borderless, qui est un musée d'art contemporain moderne qui marche beaucoup sur les jeux de lumière et de projection. Encore une fois, il a déménagé, donc il était à Odaiba à l'époque, je crois qu'aujourd'hui il a déménagé. Et c'est un musée que je vous recommande très fort. Déjà parce qu'il est cool, même s'il est un peu cher, je crois que c'était quasiment 3000 yens l'entrée, donc quand même un petit peu cher. Mais l'expérience visuelle et artistique est vraiment super bien. Après, je vais pas vous mentir, c'est aussi un très haut lieu d'Instagrammeurs. C'est-à-dire que vraiment, le nombre de personnes qui sont là pour poser et prendre des photos pour leur Instagram et pas vraiment porter attention au sens et au message des installations. Et voilà, vous avez ce genre de photos méga coolax. C'est vrai que je dis oh les Instagrammeurs qui ont pris plein de photos, moi-même j'ai pris plein de photos, donc j'étais partie du problème, et en même temps elles sont tellement stylées que maintenant je les regarde et je fais ah putain c'est vrai que je regrette pas de les avoir prises, parce qu'elles sont vraiment super cool. Rien que cette salle avec les 4 milliards, ça c'est du cinéma, ça tu fais une scène cinéma là-dedans incroyable, hein. Franchement c'est super bien. Bon après il y a aussi des endroits, bon il y a aussi, voilà, là par exemple c'est une photo de merde, parce que bon, l'installation se prêtait pas beaucoup aux photos diverses et variées. Par exemple il y a aussi cette zone là avec des lasers lumineux super cool, etc. Donc voilà un petit peu pour le Team Lab Borderless que je recommande très fort. La grande roue, j'ai hésité à monter dedans en vrai, j'ai hésité à me faire un petit trip grande roue parce que j'aime bien les hauteurs, etc. J'ai pas osé le faire, et maintenant que je sais que la grande roue a été démontée, bah j'aurais dû vraiment le faire, mais c'est pas grave, parce qu'ensuite j'ai un peu me balader dans un endroit qui s'appelle le Venus Fort, qui est un centre commercial thématisé vieille Europe Renaissance, ce qui est un peu rigolo. Parce que du coup moi je suis européen et je me balade dans un endroit qui est censé cosplayer l'Europe, donc c'est assez rigolo. Pareil, c'est un endroit qu'on a vu dans Love Live Nijigasaki. Franchement un endroit incroyable. Cette faux Boccia della Verità, ça rend hommage aux meilleures chansons de Nightcore à 25, donc finalement tout va bien. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est rigolo. Donc après je marche dans Odaiba, direction un autre endroit, direction un autre centre commercial qui s'appelle le Diversity. Si vous aimez les centres commerciaux, vous aimerez Odaiba parce qu'il y en a 300. Et c'est marrant parce que c'est là qu'on sent que l'île est quand même toujours en construction et que ça reste quand même un endroit qui a encore 30 ans été terrain vague sur terrain vague, parce qu'on traverse des zones un peu suspectes comme ça. Donc là de nuit, j'ai traversé des vieux terrains vagues un peu pourris pour rejoindre le centre commercial Diversity, et c'était un peu bizarre. Mais au Diversity, il y a quoi? Et bah il y a Gundam, il y a le Gundam Unicorn forcément. Et donc chaque heure, quand la nuit tombe, à 17h, 17h30, 18h, t'as toutes les différentes animations autour. Donc t'as les jeux de lumière, t'as les AMV avec les super musiques qui claquent de Hiroyuki Sawano ou du thème d'origine Tobey Gundam, etc. Ouais, c'est quand même un peu stylé le Gundam Grandeur Nature. Bon, je crois que ça a fermé depuis, mais t'avais une boutique Gundam aussi pour acheter des Gunpla, etc. J'étais pas autant à fond dans les Gunpla que je le suis aujourd'hui, mais c'était quand même un peu stylé. Franchement c'est cool. Le Gundam Unicorn, un petit peu cool quand même.
petit peu cool quand même. Bon, puis après c'est le moment de rentrer, donc on se balade un peu dans la nuit. Direction, donc là on le voit un peu de loin, le Rainbow Bridge de Tokyo. Ensuite mercredi 2, avant-dernière journée, journée Akihabara. Donc là je vais pas forcément vous faire un résumé de ma journée, c'est juste beaucoup d'achats. Dans ce grand bâtiment noir et un peu mystérieux qui a l'air un peu étrange, genre base secrète de vilain, et bah c'est le Mandarake d'Akihabara et c'est 7-8 étages de trucs d'occasion incroyables. Là c'est des vieux trucs très oldies. 70 000 yens pour cette vieille édition de Cyborg. Non, je vais dire Cyborg de 0. Non, c'était Tsujin 28 tout simplement, je suis con. Mais ouais, effectivement, voilà c'est des mangas vraiment de collection de fou. Ce Lawson qui a avec ce petit slime au milieu, parce qu'il y a un Lawson spécial Dragon Quest, je trouve ça marrant, c'est assez fun. Encore une fois, dernier plan de ces derniers plans. Je tiens à remercier Akihabara de mettre à disposition des casiers. Donc j'ai pu déposer la moitié de mes achats au milieu pour les faire encore plus d'achats derrière. Donc je suis rentré mais méga chargé comme jamais. J'ai mangé quand même, je vais vous dire mais c'est quoi ce truc? Et bah c'était super bon, dans un restaurant qui s'appelle le Roast Beef Ono, qui existe toujours aujourd'hui, et c'est de la viande de haute qualité, c'est de la, voilà, j'ai oublié le terme exact, donc je vais le mettre en écrit, c'est de la viande de bœuf, tellement bien coupée, tellement bien cuite, tellement bien mise en place, que ça fond un petit peu, c'est vraiment super bon. Je sais que comme ça c'est vraiment dégueulasse, je sais que vraiment on a l'impression mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que t'es en train de manger un prépuce, etc. Je suis désolé hein, si vous regardiez cette vidéo en mangeant. Je viens de dire des mots qu'il fallait pas dire. Vraiment désolé, ne vous désabonnez pas s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne plutôt. Pour soutenir ces choix culinaires douteux. Mais non, c'était super bien, la petite soupe miso là, elle avait un petit goût de pain de mie et nous j'étais mais c'est incroyable. Ça, moi si j'y retourne, j'y retourne. Par contre c'était cher, hein. C'était 3000 yens je crois, un truc comme ça. C'était cher quand même, hein. C'était cher quand même, mais voilà, j'ai bien aimé. Voilà, petit bac à peluche. Petit bac à peluche avec des medjets dessus, parce que les japonais aiment beaucoup medjets, donc c'est très rigolo. Et puis voilà, donc là c'est déjà des photos du jeudi, parce qu'après ouais, je suis rentré chez moi avec 4 milliards d'achats. Puis après c'était le moment de passer la dernière journée à Tokyo. Mon avion partait en soirée, partait vers 22h, donc j'avais toute la journée pour moi. Mais en fait c'est un peu un piège, parce que t'es à Tokyo, mais t'es déjà plus là, t'es déjà en train de dire bon bah ce soir c'est la fin frérot. Donc c'est un peu triste. Donc je me balade dans Asakusa. Et ensuite je rejoins Shinjuku pour aller direction ce beau parc qui est le Shinjuku Gyoen, qui est un parc que je vous recommande très fort parce qu'il est vraiment super bien. C'est un parc que vous connaissez sans aucun doute. Je pense que si je vous le mets là comme ça vous dit quelque chose ça. Garden of Force de Makoto Shinkai, et oui. Et oui, vous avez remporté le quiz, bravo, vous avez gagné 1 point. Non, un parc super, ça pareil, ça a été un fond d'écran à mon taf depuis longtemps ça. Vraiment super bien. C'est un parc que je vous recommande très fort, vraiment très bien, très chouette, pas très onéreux. Si vous vous baladez dans Tokyo et que vous voulez un peu de calme, c'est parfait, vraiment. Le Shinjuku Gyoen, parfait. Après je me balade un peu dans Shinjuku, voilà. Voilà un petit building dans le fond, building qu'on voit dans tous les films de Makoto Shinkai aussi, ça tient. Ce petit, ça je crois, on a un peu pas loin de Roppongi. J'ai pas visité vraiment Roppongi, je crois que je suis passé vite fait dans le quartier, mais pas plus que ça. Donc voilà, voilà, puis là voilà. Dernier croisement. Là, je venais de sortir de la boutique officielle des JO de 2020 parce que je devais acheter des peluches pour un pote. Et je me suis acheté un petit pins aussi de la mascotte. Donc voilà, désormais sur mon sac, j'ai le pins de la mascotte de Tokyo et j'ai aussi le frige parce que forcément, un frige. Et ça, c'est la dernière photo que je vais prendre dans Tokyo. Elle est un peu bizarre. Je l'ai gardée parce qu'elle est un peu bizarre parce que c'est vraiment un bâtiment. C'est un bâtiment qui t'accueille quand tu sors de la gare d'une des gares d'Asakusa. Et c'est vraiment un bâtiment, mais dégueulasse. Je sais pas comment l'expliquer. Mais vraiment, truc de mec qui conserve tout. Syndrome de Diogène à donf. Et il l'expose à tout le monde. En fait, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas qui se dit, bah tout le monde peut voir mon bordel comme ça. Franchement, je juge. Je vais terminer mon truc en jugeant. Mais bon, après, voilà, je prends mes 2 valises gigantesques. Putain, ouais. Mes 2 valises et mon sac. Putain, incroyable. Vraiment, les 2 valises, je crois que cette valise-là faisait... La limite, c'était 23 kg. Cette valise-là était à 22,5. Celle-là à 28,1. Donc j'avais encore 1,5 kg de rab, mais par contre j'avais plus de place dedans, donc ça c'est un autre problème. Ça à force de s'acheter des peluches ou des trucs qui prennent plein de place. Les figurines franchement, t'as des figurines t'es content, mais les boîtes elles prennent une place incroyable aussi. Mon vol était à 23h, j'arrive à 17h. Je suis à la con. J'étais tellement déprimé en mode allez vas-y faut qu'on rentre. Je suis arrivé avec 5 heures d'avance, donc voilà, je me suis un peu fait chier. Mais bon, Haneda c'est quand même plus facile d'accès que Narita, donc quand même c'est plus cool. Voilà, je vois l'avion. Dernier ramen avant de partir. J'étais un peu triste en le mangeant. Ça faisait 10-15 ans que je voyais tous mes potes aller au Japon et moi ne pas y aller parce que j'étais pauvre. Et finalement, j'ai réussi à trouver un peu de salaire pour y aller, à économiser 2 ans, à me faire plaisir quand même, de le faire de manière confortable et tout. Donc franchement, c'était cool. Et un peu d'émotion quand même, et puis voilà.
J'avais pas bu une seule fois du Pocari Sweat avant de partir, donc voilà, je l'ai pris pour l'avion. Là, l'avion, j'étais beaucoup plus préparé, c'est-à-dire que je savais dans quoi je m'engageais. 13 heures de vol, j'ai vidé ma carte Suica en m'achetant, je crois, 1000 yens de bouteilles d'eau. Donc j'avais 1000 yens de bouteilles d'eau dans mon sac. Et j'ai dormi, surtout j'ai dormi pendant l'avion, et ça c'était quand même autre chose, parce que j'étais quand même beaucoup plus fatigué. Donc voilà la dernière photo de cette diapo. La dernière photo de cette diapo, c'est ça, c'est la baie de Tokyo la nuit. Notre avion qui décolle. J'arrive à Roissy à 5 h du matin. Je suis toujours en chemisette et en short parce que je l'ai pas dit, mais niveau météo, il a continué de faire chaud encore très longtemps. C'est-à-dire Shinjuku, le dernier jour, il faisait encore quand même 27-28 degrés quoi. Donc même début octobre, on était quand même sur un climat qui était plus que tolérable pour les shorts et les chemisettes. Mais voilà, j'arrive à Roissy à 5 h du matin. Je prends le RER B à 5 h 30 du matin avec mes 2 valises gigantesques et mon look de touriste. C'était vraiment une autre ambiance. Et puis surtout, je rentre chez moi, ça retrouve après. 7 h du matin. Puis après, à midi, qu'est-ce que je fais? Je vais à Carrefour. Non, je vais au kebab. Puis ensuite, je vais à Carrefour m'acheter un camembert parce que c'est bien beau le Japon, mais les vraies valeurs, mon fromage, mon saucisson, finalement. J'espère que vous avez aimé cette petite VOD, ce petit vlog. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, voilà, format un peu particulier. 2 heures de rush. Je pense que ça va se faire une vidéo d'1 h 30. Bon, j'espère que vous avez aimé malgré tout. Vidéo plus classique qui arrivera beaucoup plus dans quelques jours, quelques semaines, peut-être début septembre. Si vous avez aimé ce format-là, n'hésitez pas à me le dire. Mais encore une fois, c'est très expérimental. Je suis pas forcément sûr que je vais le refaire tout le temps, mais en été, pourquoi pas. En été, pourquoi pas. Puis une fois que j'aurai fait mon second voyage au Japon, et ça devrait pas trop tarder, pourquoi pas nous le refaire finalement. Bon voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.